Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce Bistrot Liberté. Dans ce Bistrot Liberté en compagnie des publics, de donateurs et puis de nos sociétaires que nous découvrirons au fur et à mesure de cette soirée. On ne peut pas malheureusement commencer cette émission sans avoir une pensée pour Jean-Baptiste Salvingue et sa compagne Jessica, assassinée par la barbarie islamiste. De manière unanime ici, nous avons une pensée amicale pour nos forces de sécurité, mais aussi nos forces de secours. Un grand bravo à eux et aussi un grand merci. Allez, c'est puis notre invitée, elle est journaliste à Boulevard Voltaire, à Mondévy et à Famille Chrétienne. Il s'agit de Gabrielle Cluzel. Bonsoir. Bonsoir Gabrielle. Oh. Enfin une femme habitée, enfin. Alors vous venez de publier un essai sur le féminisme intitulé « Adieu Simone ». C'est en référence à Simone de Beauvoir. Bon, on en reparlera au cours de cette émission avec nos sociétaires et je pense que le débat s'annonce assez fougueux. Vous êtes journaliste depuis plusieurs années. Nous croisons depuis quand même quelques années, tout comme Caroline Parmentier qui va arriver dans quelques instants, qui nous rejoindra à présent. Vous faites partie de ces journalistes qui osent leur droite, qui osent défendre leurs valeurs. Et comment jugez-vous en fait l'arrivée de nombreux nouveaux journalistes femmes qui se sont déclarés finalement fiers de leurs convictions? Je pense à Élise Blaise, bien sûr, en priorité pour TV Liberté. Je pense bien évidemment à Charlotte Dornelas, qui est ici pour Boulevard Voltaire, que vous connaissez bien. Je pense aussi à notre amie Solange Biécharton, de Valeurs Actuelles, qui est venue aussi comme sociétaire dans Bistrot Liberté. Je pense aussi d'ailleurs à la Relève, au Figaro, à Eugénie Bastier, par exemple, à beaucoup d'autres. Est-ce que pour vous, c'est quand même un motif de satisfaction? Je ne suis plus toute seule. Eh bien, évidemment, c'est un motif de satisfaction et puis surtout, c'est absolument normal. La situation, c'est la situation antérieure qui est anormale. Et je crois que c'est un indice de plus de ce féminisme qui quitte la gauche, justement. Ces journalistes, ces jeunes journalistes femmes osent d'autres idées. Elles se libèrent d'une certaine doxa, d'une voix univoque, dont est assez, d'ailleurs, qui est symbolisée dans la presse féminine, mais qui existe aussi dans la presse générale. Les femmes, elles sont formatées pour certaines idées. Je crois qu'actuellement, les jeunes femmes s'en libèrent et c'est une excellente chose. Ça déstabilise beaucoup la gauche parce que, eh bien, ça casse cette image extrêmement misogyne du journalisme d'extrême droite, idéologique, de la droite où il n'y a que des hommes, finalement, qui écrivent. Donc là, je crois que cette arrivée massive de jeunes femmes, c'est très déstabilisant. Et puis dans l'imaginaire collectif, à tort ou à raison, les femmes amènent un petit supplément d'humanité, encore une fois, à tort ou à raison, parce que les hommes peuvent être tout à fait empreints d'humanité aussi. Mais donc ça, pour parler de ces idées qui sont réputées fortes, je pense que c'est vraiment important et essentiel. D'accord. Est-ce que vous mettez dans la filiation des grandes journalistes? Je pense à quelqu'un comme Camille Marigali, je pense bien évidemment à Anne Brassier, à beaucoup d'autres qui sont au Figaro, à VA. Je pense aussi d'ailleurs à une dessinatrice, parce que Ignace sait que Char, sa collègue de présent, c'est une femme. On l'oublie quelquefois, on ne le sait pas, mais enfin c'est une femme, c'est aussi une journaliste. Bien sûr, Anne Brassier est une amie de reste et elle m'a toujours aidée. Et bien sûr, je m'inscris dans la lignée de tous ces journalistes et je leur dois beaucoup. On est toujours inspiré par quelqu'un. C'est vrai que elles m'ont sans doute inspiré, oui. Alors c'est drôle parce que contre toute attente, quand même, on pourrait se dire qu'à partir d'un certain moment, vous pourriez jouer la partition de la journaliste un peu blasée, qui commente un peu l'actualité, mais toujours de loin, alors que vous êtes toujours sur le mode révolté. Mais alors c'est systématique. Je regardais votre compte Twitter. Alors pour évoquer l'assassinat du commandant de police dont je viens de parler, Jean-Baptiste Salvingue, vous parlez de nouvelles formes de terrorisme artisanal et de proximité. Bon, ça bien évidemment c'est un constat que nous pouvons partager tous. Et puis d'un seul coup vous dites mais voilà, il y a une possibilité, c'est qu'on est en train de vivre la guerre d'Algérie. Tout ça me rappelle historiquement, tragiquement, l'Algérie à certaines périodes de notre histoire. Est-ce qu'il faut toujours ramener ça, vous voyez, dans la révolte? C'est la guerre d'Algérie. C'est quand même pas la guerre d'Algérie, si? Non, mais là, vous me caricaturez un petit peu, là, Martial. Tant mieux, je suis là pour ça. Non, ce qui est certain, et c'est pas moi qui le dis, moi j'ai pas connu, je ne connais pas l'Algérie, je ne l'ai pas connue à aucune époque de son histoire, mais il est certain que ce terrorisme de proximité, d'ailleurs je crois que c'est le titre qu'a repris Libération,
Capri Libération également, est un peu artisanal entre guillemets, c'est-à-dire que c'est le type qui agit tout seul, sans grosse machine derrière, évidemment rappelle un modus operandi qu'a connu l'Algérie. Il n'y a pas besoin, c'est pas être révolté que dire ça, c'est une constatation. Je ne dis pas que nous y sommes, je ne dis pas que c'est la guerre d'Algérie, je dis que certaines méthodes, indéniablement, rappellent cela. Et je ne crois pas que le dire, c'est être révolté. Moi, justement, je ne pense pas que le journalisme au féminin, ce ne soit que parler le langage d'Hello Kitty. Il y a un moment, il faut dire les choses. Ce serait faire un... Non, on parle toujours des bisounours, ça m'agace, on ressort toujours ces bisounours, ça devient vraiment le marronnier. Parlons d'Hello Kitty. Je ne sais pas si tout le monde suit. Hello Kitty est muette. Hello Kitty est muette. Ah bon. Oui, mais on l'imagine très bien parler. Ah ben, voilà. Vous connaissez bien Hello Kitty, je vois. Je vous si elle parlait, elle serait droite. Si elle parlait, elle serait droite. Allez, on continue. Non. Et nous parlons d'Hello Kitty pendant 20 minutes. Alors, d'accord, je retire le terme de révolté. Non, en fait, je ne le retire pas. Parce que derrière le sourire, il y a toujours la révolte. Par exemple, on la retrouve encore dans cette volonté. Vous ciblez, et ça, c'est quand même de droite. C'est quand même ça l'idée de la droite extrême. C'est toujours ciblé. Vous voyez, toujours les attaques ad hominem. Vous ciblez Najat Vallaud-Belkacem parce qu'elle veut s'opposer à ce que l'éducation nationale soit... elle ne veut pas s'opposer, pardon, à ce que l'éducation nationale renforce les contrôles sur les écoles hors contrat et la scolarisation à domicile. Mais alors, tout ce que fait le ministre de l'Éducation nationale, c'est maléfique, hein, c'est diabolique, c'est machiavélique. Elle ne peut pas être de... Ben, en l'occurrence, non. Il lui arrive sûrement de faire des choses très bien, mais en l'occurrence, ce qu'elle fait, je ne sais pas, elle ne me les a pas dites, mais ce qu'elle fait pour l'éducation et notamment pour les écoles hors contrat, c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle. Le prétexte avancé pour le contrôle de ces écoles, c'est que il faut les contrôler de près, puisque il y a une menace terroriste, djihadiste. Alors moi, je me suis pas révoltée, j'ai simplement demandé sur Twitter qu'elle me cite un djihadiste sorti d'une école hors contrat. Moi, je me dis, quand on suit le parcours de ces jeunes djihadistes dans la presse, hein, qui les reproduit très volontiers, alors il y en a qui ils sortent quasiment tous de l'école publique, et puis il y en a aussi qui sortent du privé sous contrat. Moi, personnellement, je serais directeur d'une école catholique sous contrat, je me poserais quelques questions du reste, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, on se demande pourquoi contrôler ces écoles-là, qui sont déjà très, très contrôlées. Pourquoi les contrôler plus? Est-ce que ce n'est pas prétexte, surtout, comment dirais-je, à les enquiquiner, je pèse mes mots, voilà. Donc, il y a un moment où je crois où il faut dire les choses. Bon, on va dire les choses. Tiens, vous n'êtes pas caricatural dans l'image bourgeoise, mère de famille, 7 enfants, la catomobile. Enfin, on voit ça, quoi. C'est-à-dire, c'est les triplés en 7 exemplaires, quoi. Eh bien non, justement, je trouve que vous avez tort. Récemment, je suis allée dans un magasin. La personne qui vendait les chaussures me dit oh là là, vous avez tant d'enfants, ça fait cas. J'ai cru qu'elle allait dire catastrophique. Non, j'ai cru qu'elle allait dire ça fait catotradie, comme vous dites. Et elle m'a dit ça fait cas social. Donc vous voyez, finalement, j'étais contente. Vous êtes un cassos. Voilà, donc arrêtez de me dire que je suis une bourgeoise. Allez, notre invitée est une cassos et elle va parler du premier thème, c'est la tuerie d'Orlando. Et là, on redevient sérieux, un tournant dans la campagne présidentielle américaine. Même si l'assassinat des policiers français par un islamiste a relégué l'information un peu au second plan, et c'est bien normal, les États-Unis ont été confrontés à la pire fusillade de leur histoire, de son histoire. Attaqué une nouvelle fois sur son sol, alors l'Amérique essaie de montrer le visage de l'unité, mais dans une période électorale qui est particulièrement dure d'ailleurs, et même acharnée. Cet acte terroriste bouleverse la donne politique. Chacun scrute finalement l'impact de la tuerie sur la course présidentielle. Mercredi soir encore, le Figaro titrait le combat entre Trump et Obama. Madame Clinton ayant un point de vue un petit peu difficile à émettre. Est-ce que vous pensez que cette tuerie d'Orlando, 49 morts dans une boîte de nuit gay, est-ce que c'est quelque chose qui peut être un tournant dans la campagne présidentielle américaine ?
Ouais, évidemment, et tout le monde l'a noté, sauf que c'est peut-être pas, hélas, le dernier tournant. Il est évident que l'actualité actuellement va très vite, autant aux États-Unis qu'en France, du reste, et on a l'impression que sans rien faire, certains voient, comment dirais-je, prouvé par les faits, enfin confirmé par les faits, hélas, par des faits tragiques, ce qu'ils avançaient. Et bon, voilà, alors c'est vrai que Trump, dont on pense ce que l'on veut, sur cette question-là, sans doute, est sans doute plus avantagé que Hillary Clinton, c'est certain. D'ailleurs, je crois que du reste, certains disent que... il récupère tout cela, oui, il le récupère de facto, même s'il ne voulait pas le récupérer. C'est sur lui qu'évidemment que le capital électoral s'amasse forcément. Mais je pense que, hélas, il est possible qu'il y ait des répliques. On va laisser les hommes parler 2 secondes, Béatrice et Charlotte, parce qu'ils ne sont pas habitués. Nicolas Gardère, tenez, vous qui avez été si sage jusqu'à maintenant. Oui, c'est vrai, je me tiens bien. Sur cette question, déjà, dire, voilà, mon candidat, j'ai l'habitude, hein, mais mon candidat a perdu, Bernie Sanders, c'est pas qualifié. Donc, moi, après, si vous voulez, je suis aussi motivé par Hillary Clinton 2016. Hillary Clinton 2016 que par, comment il s'appelle l'autre là, François Hollande, voilà. François Hollande 2012. Non, c'est fine. Donc, non, je suis pas très enthousiaste. Après, je suis pas persuadé que ce phénomène qu'on observe depuis quelques années, depuis 10-15 ans en Europe, qui est ce qu'on appelle l'homonationalisme, qui renvoie à Pim Fortuyn, notamment aux Pays-Bas, ou même aujourd'hui le Front National actuel. Ce phénomène homonationaliste, je ne suis pas persuadé que ça soit un phénomène lourd aux États-Unis. Après, comment la communauté gay va réagir politiquement, franchement, je n'ai aucune idée, mais en tout cas, il n'y a pas d'ancrage de ce courant qu'on constate. Encore une fois, beaucoup de leaders d'extrême droite islamophobes en Europe ces 10 dernières années étaient homosexuels. Il y a Jörg Haider qui l'était, Pim Fortuyn, et bon, on ne va pas s'y parler du Front National. Toujours est-il que, voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Après, j'aimerais juste revenir sur un point. Juste un détail, aux Pays-Bas, après l'assassinat de Pim Fortuyn, on sait que la communauté gay a choisi, disons, plus d'autorité. Oui, bah c'est ce qu'on appelle l'homonationalisme. Après, sur le fond du sujet, alors je ne vais pas rentrer dans la polémique. Je vais pas rentrer dans la polémique qui tend à dire que c'est Béatrice Bourges ou Ludovine de la Rochère qui est directement responsable de la tuerie d'Orlando. Je ne dirai rien sur le sujet. C'est pourtant. Je ne dirai rien sur le sujet. Ça me semble quelque peu outrancier. Vous savez que je m'y connais en outrance, mon cher Martial. Mais non, simplement rappeler quand même qu'il reste encore aujourd'hui extrêmement difficile, je parle de l'Europe, de la France, extrêmement difficile d'être homosexuel. Qu'être homosexuel, c'est continuer à être discriminé, moqué, humilié, agressé verbalement et physiquement. Être homosexuel, c'est être nommé, être réduit à une injure, être un sale pédé. Ça reste encore ça, être homosexuel. Et qu'on n'a pas besoin... Vous êtes tous dans une sorte de conception héroïque, révolutionnaire de l'homosexuel, André Gide, Jean Genet, etc., etc. Être homosexuel, c'est aussi avoir le droit d'être un, comme disait dans cette chanson de Renaud il y a quelques années, être un petit pédé, c'est-à-dire être juste un homosexuel normal qui veut avoir une vie petite bourgeoise, qui veut se marier et avoir des enfants. Ce que je veux juste dire, c'est que je ne vous accuse de rien, bien évidemment, mais en revanche, quand même, vous continuez à entretenir, avec évidemment des combats qui peuvent être politiquement tout à fait légitimes contre la GPA, contre la théorie du genre ou je ne sais quoi. J'entends tout ça. Ce que je veux juste dire, c'est que vous maintenez un paradigme qui est celui d'un rejet de l'homosexualité. Quand filigrane l'homosexuel reste un pervers, un malade, un anormal. Que les jeunes homosexuels se suicident beaucoup plus que le reste de la population. On a toute une émission à dire. On a bien compris. Merci. Cette victimisation systématique de cette communauté, je trouve ça insupportable. Des islamistes tuent des catholiques. On n'en fait pas, je veux dire, on n'en entend pas autant parler. En France, quand des 21 Coptes ont été tués, François Hollande a dit... en Égypte, mais maintenant, il faut m'écouter. Quand 21 Coptes ont été tués
On a vu tout ça, voilà. François Hollande a expliqué que c'était des ressortissants égyptiens. Il n'a jamais employé le mot catholique. Là, ce sont des homosexuels et je suis évidemment, je trouve ça horriblement triste. Mais je veux dire, c'est pas parce que c'est des homosexuels. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que qu'est-ce qui est écrit dans le Coran? Alors, il y a peut-être à un moment donné aussi où tous ces immigrationnistes, il ferait peut-être bien de se demander aussi s'ils ne feraient pas Nicolas, mieux. on n'ouvre pas le débat. Non mais l'Église catholique, on ne va pas. Église catholique et homosexualité. On ne peut pas, on va pas ouvrir le débat. On va pas ouvrir le débat là-dessus. Moi, je dis simplement la religion de côté, que là, il s'est passé un acte terroriste fait par des islamistes. Donc, il serait peut-être temps aussi d'arrêter de victimiser sans arrêt cette catégorie-là et de se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces migrants qui arrivent, tous ces terroristes qui arrivent et qui justement, vont dans des boîtes gays, parce que je vous signale que ceux qui sont allés dans des boîtes gays, ce sont quand même des islamistes, pour les tuer. Voilà. Point. Alors, c'est un vrai débat, d'ailleurs, qui est un débat qui oppose aujourd'hui, disons, la droite et la gauche. On dit, en gros, comme la gauche ne veut pas parler de l'islam, elle contourne, et on le voit bien avec Nicolas Gardère, on pose la question sur l'homosexualité. Voilà. Non, mais je ne contourne rien du tout. Non, mais c'est comme ça aux États-Unis. Non, mais c'est comme ça. Est-ce que l'islam est structurellement homophobe? Nicolas, on ne commence pas comme ça. On ne commence pas comme ça. On donne la parole à Philippe Randa. Voilà, ça c'est gentil, merci. Alors c'était pourquoi ramener tout uniquement à l'homosexualité? Parce que alors il y a quelque chose qui m'a échappé, moi, c'est que les tueries en France au Bataclan, c'était contre les homosexuels. Le couple de policiers qui a été pas abattu, mais tué à coups de couteau, c'était un couple transgenre. Les attentats de Boston aux États-Unis, c'était aussi la communauté homosexuelle. Il se trouve que là, Orlando, effectivement, c'était dans une boîte d'homosexuels, mais c'était le combat de l'État islamique frappe tous les visés en tant précisément qu'homosexuels. Non, ils n'étaient pas visés, oui. Enfin, ceux de Boston, pendant le marathon de Boston, ils étaient visés en tant que coureurs à pied. Mais non, bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Mais non. Nicolas Gardère, rien contre la course à pied. C'était pourtant pour des raisons religieuses. De lutte islamique. Nicolas Gardère, ne nous faites pas le débat américain, s'il vous plaît. Hillary Clinton fait comme vous faites comme elle, c'est très bien. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est s'il y a un tournant dans la campagne présidentielle américaine. Voilà, donc ça me permet de revenir à cette question, un tournant, que ça influe aujourd'hui sur la campagne électorale, évidemment, personne ne le nie, mais maintenant, l'élection, c'est en novembre prochain, si je ne m'abuse. Il peut se passer tellement de choses, l'électorat qui n'est pas décidé aujourd'hui à voter, soit pour Hillary Clinton, soit pour Donald Trump, est tellement versatile qu'il peut se passer encore plein de choses. On ne peut pas donc dire que cette tuerie d'Orlando, aussi monstrueuse soit-elle, va influencer définitivement sur le vote américain. Des actes terroristes, on peut craindre malheureusement qu'il y en ait encore beaucoup. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses qui influent sur la campagne. Si le vote avait lieu effectivement dimanche prochain, je pense qu'effectivement ça aurait pu être décisif. Dans 6 mois, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui en France sur l'élection présidentielle de l'année prochaine. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les cartes sont jouées. Nicolas Gauthier. Oui, évidemment, a priori, alors déjà, mettons la religion de côté, parce qu'effectivement, pour contredire Maître Gardère, les 3 grands monothéismes, je vais peut-être étendre avec les homosexuels. Donc dire que les musulmans, les catholiques, ils n'ont jamais quand même tué, ils ne sont jamais rentrés dans une boîte pour tuer des... Non, mais il faut remettre les choses à leur place. Chose intéressante sur la tuerie d'Orlando, c'est que le Omar Mateen, ce monsieur en question, donc c'est pas des islamistes, c'est un islamiste, mais qui, en croire sa femme, était plutôt alcoolique, violent. C'était probablement un déséquilibré, comme tous les terroristes. Ne fréquentait assez peu la mosquée, était habitué de cette boîte gay, et pas seulement pour faire des repérages. Pas plus homophobe que les gays. Les médias américains, dont le LA Times, qui est un cadre assez sérieux, effectivement, pense qu'on en est peut-être effectivement à l'homosexuel refoulé qui n'aime pas l'homosexuel qui est en lui. Donc, du coup, il doit être catholique. Non mais non. Juste avant de perpétrer son forfait, il fait publiquement allégeance à l'État islamique. Mais ça, un coup de téléphone, une agence de presse suffit.
l'État islamique revendique après, principe d'opportunité. Après, faire de cette opération une tuerie programmée de longue date, je pense qu'il ne faut pas aller plus vite que... Nicolas Gauthier, il ne vous a pas échappé que dans certains pays, comme l'Arabie Saoudite, l'homosexualité est passible de la peine de mort. Ce qui n'est pas exactement... non, voilà, mais c'est pas exactement quand même ce qui existe par ailleurs. Oscar Wilde a fait de la prison aussi pour homosexualité. Quand même. Oui, non, mais il ne faut pas tout mélanger. Mais c'est vous qui mélangez tout. Non, mais il y a une tentation de renvoyer dos à dos toutes les religions. Non, j'ai simplement les monothéismes, on va mettre à l'aise avec l'homosexualité en particulier, et même avec la sexualité en général. Être mal à l'aise et tuer, il y a un pas. Le vrai problème qui est... Alors, pour répondre à la question que posait Martial, le vrai problème dans la campagne électorale américaine, ça va être sur le port d'armes. Parce qu'effectivement, la position de Trump, c'est de dire oui, si au Bataclan, ils avaient été armés, si à la boîte Pulse, ils avaient été armés, il y aurait eu moins de morts. Mais François Fillon, qui n'est ni un islamiste, ni un hystérique, rappelait ce matin sur Europe 1 que depuis janvier dernier, il y a eu entre 4 et 5 000 morts par arme à feu aux États-Unis. Donc les 49 d'Orlando, c'est quasiment un micro-phénomène. Et là, le vrai problème, c'est est-ce qu'il faut que les gens soient armés, est-ce qu'ils ne le soient pas? Et il y a deux lobbies qui s'affrontent, effectivement, il y a la fameuse NRA, et aussi des lobbies plus pacifistes, mais pour l'instant, aucune de ces deux positions ne sont véritablement probantes. Et donc c'est un débat sans fin qui agite les États-Unis depuis des années, quoi. Parce que la tuerie qu'il y a eu, c'est pas la première du genre. Il y a eu Columbine. Il y a de ça un an, dans un cinéma, il y a quelqu'un, il projetait Batman. Très mauvais film, certes, mais un spectateur a tué 20 personnes. Il aurait tué le scénariste et le metteur en scène aurait pu comprendre, mais pour les spectateurs. Et ça, c'est quasiment les meurtres de masse. Ce sont des déséquilibrés, dites-vous, mais ils ne sont pas suffisamment fous pour aller tirer dans des endroits où il y a des gens armés. Ils le font chez les étudiants dans les universités désarmés, dans les cinémas désarmés, dans les boîtes de nuit désarmés. C'est pour ça que je dis précisément que ce débat sera vraiment prégnant depuis des années. Là, il va encore rebondir. Charlotte Dornelas, tournant. Alors, je voudrais déjà répondre à Nicolas Gardère sur cette... Vous allez m'aider. Alors, ok, on ne se fait pas accuser par Nicolas Gardère, merci beaucoup. Je vais vous répondre, je vais vous répondre très simplement. Je vous accuse pas pour le meurtre de ces deux policiers, mais je voudrais quand même vous dire que quand vous dites que les policiers sont assoiffés de sang, vous entretenez une ambiance. Jamais dit ça. Ils entrent là-dedans parce qu'ils veulent tuer, c'est pareil. Jamais dit ça non plus. Ils entrent dans la police parce qu'ils veulent tuer. Peu importe, vos propos sur la police entretiennent un climat qui fait que peut-être ce jeune homme est rentré chez ces policiers pour les tuer. Et combien de jeunes policiers se suicident à cause de ce que vous avez dit sur TV Liberté? Le raccourci est exactement le même que ce que vous avez fait tout à l'heure. Dornelas, je ne l'ai pas fait. J'ai dit précisément que je ne le fais pas. Oui, vous avez dit que vous ne le faisiez pas sur l'attentat, mais ensuite que les jeunes homosexuels se suicidaient, vous réécouterez, vous l'avez fait le raccourci. Là, vous l'avez fait. Donc j'ai visé personne en particulier. Combien de policiers se suicident? Ce grand mouvement qui a été la manif pour tous participe de ça. C'est-à-dire quand vous êtes un jeune homosexuel, vous êtes un jeune homosexuel, Nicolas Gardère, on a bien compris. Mais on n'est pas là. Voilà. C'est quand même un sujet, on n'a jamais parlé. Non, mais je voudrais juste terminer là-dessus parce que je voudrais juste terminer parce que je vais pas le laisser dire ça comme ça quand même. Je suis désolée, qu'est-ce que fait un jeune policier quand il a Nicolas Gardère et tous ces jeunes de Nuit debout qui crient dans la police, tout le monde déteste la police, il se suicide. Je fais exactement le même raccourci pour vous montrer à quel point c'est agréable. Ok ? Je ne donne le droit à personne de nous nier le droit d'être triste parce que 50 personnes sont tuées, qu'elles soient. Je ne vous nie pas ce droit. Vos amis de Levé l'ont fait. Et première chose, et ensuite vous nous accusez de leur suicide, c'est pareil. Ensuite, sur la question de cette tuerie à Orlando, effectivement, alors tout le monde, alors la tuerie d'Orlando, c'était l'homophobie, bon ok très bien, l'homophobie, ouais. De fait, alors moi par contre là j'hésiterai pas sur les mots, ils ont été tués parce qu'ils étaient homosexuels, c'est très clair. Donc il y a la question de l'homophobie, ensuite il y a la question du port d'armes, ensuite il y a Hillary Clinton qui me dit non, il y a une ambiance horrible, mais quand même vous inquiétez pas d'amalgame, tout ça, c'est-à-dire elle ne dit rien. Et puis il y a quelqu'un au milieu qui arrive, Trump, avec ses gros sabots comme toujours et sa grande mèche blonde affreuse, et il arrive au milieu et il dit bah excusez-moi, mais si la famille de cet homme-là était là, c'est peut-être à cause de notre politique d'immigration, c'est peut-être à cause de notre laxisme sur la question de l'islamisme, de l'islam, voilà, il est mal à l'aise sur les deux termes, comme tout le monde, hein, soyons honnêtes, tout le monde est mal à l'aise sur ces deux termes-là, et il arrive, il est le seul à le dire. Donc évidemment
que les gens vont dire, bon, bah, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Au bout d'un moment, on veut bien être gentil, mais bon, nos convictions, elles commencent à être un peu branlantes, quoi. Au bout de 15 tueries, bah oui, on va peut-être finir par voter Trump. Donc évidemment que ça lui profite. Alors l'avenir nous dira ce qu'il en sera, mais c'est sûr qu'en arrivant et en disant une énième fois, gna gna gna, et on sait pas, et je sais pas, et le port d'armes. Et le port d'armes, il me semble que la question s'est pas posée il y a 6 mois quand il y a eu 150 morts au Bataclan. En France, la question du port d'armes ne se pose même pas. Il y a quand même eu 150 morts au Bataclan. Le Pull, c'était une zone sans armes. Alors qu'est-ce qu'on vient nous parler du port d'armes en l'occurrence? C'est toujours les mêmes qui sont armés où ils veulent. C'est tout, quoi. Donc évidemment que ça profitera à Trump. Alors, je reviens à vous, Gabriel Cluzel. Est-ce que, moi j'ai noté quand même dans ce débat aux États-Unis, une notion importante, c'est que Barack Obama, le président sortant, mais le président actuel des États-Unis, n'utilise pas le terme islamiste. Et je me suis dit qu'il y a quelqu'un qui ne le fait pas non plus, qui l'a fait qu'une fois, c'est François Hollande. Je ne sais pas s'il copie, c'est possible, mais jamais, une fois, ça lui a échappé, mais il ne donne pas le terme d'islamiste. Est-ce que vous pensez, et je pose la question rapidement à chacun d'entre vous, que il faut le faire ou pas? Bah bien sûr, il faut nommer son ennemi. Gabriel, avant. Gabriel. C'est exactement pour cela qu'il se passera en France la même chose qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que ceux qui auront eu le courage de nommer l'ennemi, comme dit Béatrice, eh bien ceux-là retrouveront, comment dire, la confiance des Français, parce que comment voulez-vous, moi dans le feu de l'action je vous tutoie, comment voulez-vous c'est une première. Comment voulez-vous vous battre si vous n'avez pas identifié votre ennemi? Alors évidemment, c'est l'étymologie de ce mot qui fait peur. Donc, Manuel islam. Manuel Valls l'utilise. Il l'utilise avec parcimonie. Oui, moi, j'ai regardé quand même le tweet qu'il a fait. Ils ont tous fait un tweet là après l'assassinat des 2 policiers. Alors, c'était tous à peu près le même tweet. C'était nos pensées et beaucoup de tristesse après ce geste. Alors, c'est Bernard ça, tous les Français. Non, mais pas que lui. Grande tristesse après la mort. Grande tristesse après la mort. Donc, il n'a même pas parlé d'assassinat. Ça aurait pu être un accident de la route. C'est quand même un peu gênant, voilà. Et puis j'ai noté Laurence Rossignol, Valls, Hollande et Cazeneuve ont dit toutes nos pensées pour les familles et beaucoup de tristesse. Mais ça, on est tous capables de l'éprouver. Et puis je dirais que les pensées, la tristesse, c'est pour l'entourage des victimes. On attend d'eux de l'action, on attend d'eux de l'efficacité. Alors évidemment, s'ils commencent à vouloir se battre contre un ennemi qu'ils ne peuvent pas identifier, ça pose un vrai problème et tous les Français le voient. Comment imaginer le contraire? Est-ce qu'il faut désigner l'ennemi, Nicolas Gardère? Cette réponse-là, rapidement. Est-ce qu'on dit islamiste pour dénoncer l'ennemi? Est-ce que... Si on fait un vrai travail de déconstruction, qu'est-ce qu'on désigne exactement par islamisme? Parce que le problème, n'en déplaise à Dornelas et Bourges, la réalité peut être éventuellement complexe. Et il avait raison, Gauthier, quand il expliquait que c'était pas si simple. C'est pas une essence. C'est pas une essence d'être terroriste. C'est pas une essence d'être islamiste. Mais ils ont quand même des profils qui se ressemblent, quoi. Ah ouais, des homosexuels refoulés, on a eu beau... Non, mais c'est pas la question. Mais c'est tellement simple elle me de fatigue. dire. Non, mais attends, On dit qu'on est en guerre, on dit qu'on est en guerre. Franchement, j'en ai marre. Dornelas me fatigue. Je réponds plus à cette question. Oui, il faut désigner, mais oui, il faut faire. Il faut désigner qui? Mais c'est il faut désigner. Là, il y a un ennemi. Et c'est quoi l'ennemi? C'est qui? Juste pour savoir. C'est qui l'ennemi? Non, il faut répondre. Je réponds pas à Bourges. Non, je réponds pas à Bourges. Je réponds à la question qui m'a été posée. La question est claire. La question qui a été posée, c'est ce qui. La question. Béatrice. Cet ennemi, en l'occurrence, c'est précisément l'État islamique. Je l'ai dit dans une précédente émission, c'est une sorte, je dirais, d'ouvroir libidinal terroriste absolument extrêmement puissant. Peut-être que ce garçon-là qui a tué ces pauvres policiers ne l'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu cet ouvroir-là qu'est l'État islamique. Donc voilà l'ennemi, déjà, premier ennemi, un ennemi de guerre. Le djihadisme, l'État islamique, comme vous voulez. Après, la question de l'islamisme. Qu'est-ce que c'est que l'islamisme? L'islamisme, c'est une idéologie politique. C'est les frères musulmans d'une certaine façon. Est-ce que, par essence, l'islamisme, qu'est-ce que ça désigne? Je veux bien dire l'ennemi c'est l'islamisme, mais qu'est-ce que ça désigne? Est-ce que tous ceux qui considèrent, qui ont une vision politique de l'islam, sont par essence des ennemis qui doivent être combattus à mort? J'en suis pas persuadé. Donc désigner, dire l'ennemi c'est l'islamisme, ça veut rien dire. Et c'est même mortifère à mon sens, parce que ça englobe trop, et ça me paraît dangereux. Et alors c'est qui l'ennemi? L'État islamique, voilà l'ennemi. La réponse est claire. Même chose pour vous, même. Ne m'agressez pas comme ça. Ce n'est pas agressif. Oui, effectivement, d'un point de vue militaire, on peut dire l'ennemi et c'est l'État islamique, mais on est dans le cadre d'une guerre asymétrique et d'une guerre qui n'obéit pas aux lois de la guerre traditionnelle.
Il n'y a pas eu de déclaration de guerre, de renvoi d'ambassadeurs. On n'est pas dans le cadre des conventions de Genève. Alors après, ce qui se passe, oui, effectivement, en France, aux États-Unis, oui, on peut dire que tous les terroristes ne sont pas des musulmans, mais enfin, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais les terroristes en question sont musulmans. Après, l'islamisme, qu'est-ce que c'est? C'est un mot valise. Ça, je refuse de nommer ça et de nommer l'ennemi. On n'est pas en guerre. Hein? Mais non. Bah, c'est qu'on n'a pas la même notion de la guerre. C'est pas une guerre, qu'on n'a pas la même notion de la guerre. On ne fait pas la guerre au terrorisme. C'est pas parce que c'est pas une guerre asymétrique que c'est pas une guerre. Écoutez des gens comme Hubert Védrine ou Roland Dumas, qui se connaissent un petit peu en géopolitique, effectivement, on ne fait pas la guerre au terrorisme, on le combat par des services secrets. On fait de la guerre, on ne fait pas la guerre au terrorisme, on fait la guerre à des personnes. C'est le revival Jeanne d'Arc, donc c'est comme Gardner. Doucement avec Jeanne d'Arc. Moi, je note quand même qu'entre ceux qui désignent nommément les islamistes et ceux qui ont des silences encore plus lourds sur le sujet, on en revient au même, puisque de toute façon, tout le monde cible l'État islamique. Donc, et même ce tueur d'Orlando, que ce soit un homosexuel refoulé, que ce soit avec plus de certitude un vrai taré qui a disjoncté, il a revendiqué son acte avant au nom de l'État islamique. Donc forcément, tout le monde cible l'État islamique. Allez, dernier mot, c'est Charlotte Dornelas qui conclut. Qui ouvre pas le débat. Donc, non mais notre ennemi... C'est des vagues de philo, hein. Vous savez qu'en philo, hein, on ne termine pas par une question. Il faut conclure. Non mais évidemment que notre ennemi c'est l'État islamique, c'est l'islamisme, effectivement il faut le définir. Et je pense que pour réussir à définir l'islamisme, finalement ça me ramène à mon grand combat, c'est que notre ennemi c'est notre inexistence à nous. À chacun sa conception de la liberté. Hillary Clinton et Donald Trump en statut de la liberté. I love Muslims, I love sécurité. Allez, sécurité, le programme de Trump plaît aux gays, sa coupe de cheveux devient fashion. Faut bien qu'on rigole un peu. Terrible désillusion pour le tireur d'Orlando. Moi qui pensais finir avec 72 vierges, je me retrouve en enfer avec 60 démons gays. Ben c'est ce qui peut lui arriver de mieux. Allez, l'État islamique aussi a son rêve américain avec une statue de la liberté voilée. Et puis, peut-être sur une note un petit peu plus sympathique encore, islamiste, pourquoi tant d'homophobie? Nous, on vous aime. Voilà, on se retrouve dans quelques instants et on va parler d'un sujet où on va être beaucoup plus calme puisqu'on va évoquer l'identité. Ça promet. Retour sur le plateau de Bistro Liberté. L'identité au cœur de la primaire de la droite. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a remis la question de l'identité au cœur des débats en fustigeant, c'était à Lille, la tyrannie des minorités et le renoncement des élites. Comme en 2012, la question donc identitaire crée une fracture au sein de la droite classique. Ainsi, Alain Juppé a tout de suite souhaité faire rimer identité avec diversité et unité, respect de notre diversité, affirmation de notre unité. Est-ce que, comme le dit Yvan Rioufol, la présidentielle se jouera sur l'identité, et notamment pour la droite? Et là, la première question va à notre sociétaire Pierre Gentillet, ancien président de la droite populaire. On parle de vous. Merci, merci. Ça commence bien. Hein. Alors écoutez, pour évacuer tout de suite Sarkozy, je vous ai apporté deux superbes citations, parce que vous savez qu'aujourd'hui Sarkozy, je crois qu'il y a quelques jours, a donné une interview à Valeurs Actuelles, où Valeurs Actuelles a repris un propos où il martelait que l'identité était un thème central, que la France n'avait pas à se faire imposer le multiculturalisme et qu'il fallait protéger notre civilisation. C'est un mot qui plaît à beaucoup de gens, hein, ce mot civilisation. Alors j'ai deux petites citations. L'objectif, c'est de relever le défi du métissage. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif, on ne peut pas faire autrement. Nous devons changer, alors nous allons changer. Sarkozy, 2008. Alors, mes chers amis d'Arabie Saoudite, il ne s'agit pas de chercher à imposer un modèle unique de civilisation. Quelque temps plus tard, il n'y a pas de civilisation qui ne soit pas, le produit d'un métissage. Sarkozy a rien dans le Pierre Gentillet, on peut avoir des sincérités successives dans la vie. Hein. Surtout Sarkozy, d'accord. Alors lui, non mais si vous voulez, d'accord. Enfin, c'est un intermittent. Non mais j'attire votre attention, vous êtes dans un mouvement politique qui s'est fondé avec Jacques Chirac, qui avait fait l'appel de Cochin. C'est le moins qu'on puisse dire qu'il avait des sincérités successives aussi. Hein, s'il était sorti de l'Europe, ça se saurait. Donc moralité, ne pouvez pas faire le procès à Sarkozy. Vous pouvez pas faire le procès à Sarkozy de tous les leaders de la droite Sarkozy, parce que pour moi, enfin, parce que c'est Sarkozy et tous ces CI des Sarkozy. Vous êtes
un homme intelligent ne pouvait pas faire. Aux hommes politiques, ça, c'est bien le reproche qu'on pourrait tous leur faire, non, oui, ils ont souvent tenu des propos contradictoires. Donc on est sur l'identité. Vous vous trompez, parce que Sarkozy a toujours été tout à fait clair et avec une certaine assiduité sur ce type de propos. Oui, il parle d'identité aujourd'hui parce que ça l'arrange, mais Sarkozy qui parle de l'identité française, c'est comme si Marc Dutroux se penchait sur le sort de l'enfance malheureuse. Oui, voilà, et puis c'est surtout... Ce qu'il faut voir aussi, c'est la stratégie globale. Sarkozy réserve beaucoup sa parole, c'est souvent ses lieutenants Hortefeux, etc., qui s'avancent, et tous les sarkozystes et aussi tous les jeunes qui vont faire le travail sur le terrain et qui aujourd'hui vont défendre l'identité pleinement, alors qu'en 2008, et j'en connais des jeunes qui défendaient le multiculturalisme. Enfin, je veux dire, voilà, pour moi, un sarkozyste qui défend l'identité, c'est comme vous dire, il y a des poissons volants, mais c'est pas la majorité du genre. Pour les sarkozystes, c'est un peu pareil. Les sarkozystes sont très, très facilement retournables. Donc, la question identitaire, pour répondre vraiment à votre question, est-ce que la question identitaire va être centrale dans les primaires? Je ne pense pas. Je ne pense pas pour une raison simple, c'est que la question identitaire, la question de l'identité, qu'est-ce qu'un peuple, qu'est-ce que nous sommes, et savoir et pouvoir se poser ces questions, c'est un sujet qui est pour moi vraiment un sujet de droite. Or, l'UMP n'est plus un parti de droite. Ou en tout cas, ce n'est plus un parti majoritairement de droite. C'est un parti de centre-droit avec quelques éléments qui restent de droite, des irréductibles gaulois qui résistent encore à l'envahisseur centriste. Mais pour la majorité, c'est un parti de centre-droit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'UMP, ça n'a plus rien à voir avec l'URPR des années 80. Ça n'a plus rien à voir même avec l'UMP de 2006-2007 quand Sarkozy l'a repris et que plein de gens sont revenus parce qu'il y a eu comme un boom des adhésions à ce moment-là parce qu'on s'est dit c'est le RPR qui revient. L'UMP est devenu un parti de bourgeois. Or, pour le bourgeois, les questions identitaires, c'est un peu secondaire si vous voulez. Alors que pour le coup, pour les gens qui vivent directement avec la réalité, par exemple des gens qui vivent à Villejuif et qui ont, je dirais, la réalité au quotidien, ça, ce sont des questions qui se posent. Donc, à mon avis, Sarkozy, la question identitaire, je veux dire, c'est encore un écran de fumée. Pour parler des autres candidats très rapidement, je pense qu'il y a, dans cette primaire, pour faire de la nuance, parce que j'ai un peu tapé sur Sarkozy, je pense qu'il y a quelques candidats intéressants. Je pourrais parler de Poisson, je pourrais parler de Jacques Millard, mais c'est des candidats qui ne feront pas plus d'importance. C'est la partie adhésion. Voilà. Mais il y a des gens, Guénaud s'est déclaré il n'y a pas très longtemps, et Guénaud est sur une ligne, moi j'ai toujours été sur la ligne Henri Guénaud parce que c'est la ligne de Seguin, de Pasqua. Vous savez, c'est ce qu'il a dit quand il s'est lancé. Il a dit si être pour le social, c'est être le gauche, alors je suis de gauche. Si être pour l'autorité, c'est être de droite, alors je suis de droite. Bon, moi, la ligne de Guénaud, c'est la meilleure. Ensuite, et pour terminer, je pense que, à mon avis, le meilleur candidat en passe de l'emporter, mais pas celui qui a le meilleur programme, c'est Fillon. Parce que Fillon, les positions de Fillon, alors on peut dire qu'il a son bilan, parce qu'effectivement il a été Premier ministre de Sarkozy de manière ininterrompue 5 ans, mais on entend quand même une chanson, une petite chanson depuis le début, depuis 2 ans là, parce que ça fait un bout de temps qu'il a dit qu'il serait candidat, notamment sur les questions internationales, sur les questions de politique intérieure, et à la fin du mois, des informations que j'ai, il devrait sortir ses propositions sur la famille. Donc ça il va falloir suivre, ça peut être très intéressant. Qu'est-ce qu'il va dire, et notamment par rapport à Lola Taubira. Pour l'instant, celui qui m'a l'air le plus intéressant et le profil le plus apte pour aborder ces questions d'identité, d'après moi, c'est Fillon. Mais c'est pas le meilleur candidat. Bon, Stéphanie Bignon, ça rime? Oui. Alors dis donc, j'ai vu que vous étiez arrivé avec votre bouquin « Cessez de nous libérer ». Là, vous allez nous parler de féminisme aussi avec Gabrielle Cluzel. Oui, bon, ce sera plus tard. Ça sera plus tard, hein, chez Via Romana. Écrit avec Anne Brassier. Avec Anne Brassier. Voilà, retour avec Anne Brassier. C'est sa soirée. Alors, l'identité. Oui, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pierre Gentillet sur 2 points. Je pense que l'identité va être un sujet crucial, et même à droite, parce que... À droite ou aux Républicains? Mais enfin, non, mais c'est la question, raison, vous avez raison. En fait, il n'y a pas de droite pour moi aujourd'hui représentée dignement. Mais à droite, ça a toujours et ce sera toujours un sujet central. Voilà, exactement. Vous avez raison. Je vous remercie de me reprendre, c'est très juste. Ce sera un sujet chez l'autre gauche. Voilà. Aussi. L'autre gauche qui est représentée donc par Nicolas Sarkozy, l'UMP et toute la clique. Donc l'autre gauche va s'intéresser également à l'identité parce que c'est un fonds de commerce aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le peuple, justement, se sent exproprié partout. Et quand vous dites que c'est un sujet qui n'intéresse que Villejuif, et c'est pas vrai, non, à la campagne... un exemple. Non, mais je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. Alors j'ai d'abord beaucoup aimé vos citations, moi du coup j'en avais une, mais mais où effectivement il faut quand même pas oublier que Nicolas Sarkozy est, on va dire, le chantre de la discrimination positive.
Hein, c'est extraordinaire. Il était fier d'être un président sans mêler. Mais exactement. Et à l'école polytechnique, donc, il explique que l'école polytechnique, donc l'élite, la future élite française, doit s'ouvrir aux minorités. Or, quand on entend parler de tyrannie des minorités et de renoncement des élites, c'est extraordinaire. C'est même affligeant. Alors, ce qui serait affligeant, c'est pas facile à défendre. Ce qui serait affligeant, c'est que des gens se fassent encore prendre. Là, je supplie. Les gens de sens commun, ils sont prêts à se faire avoir. Mais toujours, vraiment, je demande à ce que les gens ouvrent les yeux, c'est dramatique. Et pour revenir sur l'aspect, entre l'argent et les valeurs, ils ont choisi l'argent. Pour revenir sur l'aspect identitaire à la campagne que je connais bien, c'est Nicolas Sarkozy, c'est quand même la réforme des collectivités territoriales. Et la réforme des collectivités territoriales, pour finir d'achever notre identité, il n'y a pas mieux. Ce sont des rassemblements géants de villages. Notre pays est effectivement plus de 36 000 communes sur notre sol, c'est-à-dire une vascularisation exceptionnelle. Et qu'on ne vienne pas me dire que ça coûte cher. Un maire, un petit conseil municipal, et qui gère admirablement en général le patrimoine, les terres, et que là, aujourd'hui, on va regrouper, à qui on va imposer des dictates, et on va donc faire disparaître notre identité, puisque notre identité, c'est justement ce temps, l'usage, c'est cette dimension que la France avait su préserver, bien que... Et là, je comparerai cette réforme des collectivités territoriales avec ce que nous a infligé le ministre de l'Agriculture du général Charles de Gaulle, Tanguy Prigent, qui nous a imposé le remembrement. Il nous a imposé le remembrement. Eh bien, je compare vraiment la réforme des collectivités territoriales avec le remembrement. Et c'est exactement ce à quoi nous sommes en train d'assister. Voilà. Donc votez Fillon. Non, ne votez pas. Ne votez pas au présidentiel. Je dis que c'est le moment de tous. Caroline Parmentier, votez Fillon. Je pense que bien sûr, ça va se jouer sur la question d'identité. Il n'y a qu'à écouter actuellement Sarkozy et Juppé pour comprendre qu'en effet, ils se disputent le morceau tous les deux. Juppé dispute l'identité. Oui, il fait beaucoup. Enfin, il fait moins bon aujourd'hui être le chantre de la France multiculturelle et communautariste qu'il a défendu à Bordeaux, que ça lui a même valu le surnom d'Ali Juppé. Pardon. Pourquoi croyez-vous qu'il a été furieux de ce faux tweet, de cette affaire de faux tweet? Parce que finalement, voilà, il s'en est défendu comme un beau diable. Parce que finalement, elle était vraisemblable. Et tout le monde sait très bien. Voilà, c'est pour ça que les gens l'ont cru. Donc il a absolument voulu démentir. Il a tenu bon, enfin il a cru bon de dire qu'il ne souhaitait pas un bon ramadan, justement, à ses frères et sœurs en islam. On l'a connu beaucoup plus. Il a tenu à dire aussi que Tariq Ramadan n'était pas le bienvenu à Bordeaux. On se souvient de l'époque, justement, où il vantait les frères musulmans en expliquant que c'était un islam libéral et démocrate. Très bien. Dans le même temps, Sarkozy, lui, alors là, traite Juppé de maillon faible, bien sûr, dans ce domaine-là précisément de l'identité. Et le discours de Sarkozy à Lille, en terre frontiste, c'était le discours de Marion Maréchal Le Pen, à peu près. Il a donc exalté une France chrétienne, culturellement et dans les mœurs également, disant que ceux qui ne l'aimaient pas n'avaient qu'à la quitter, il l'a dit clairement. Il a parlé d'amour charnel de la patrie, il a dit que la nation était le seul antidote contre la société multiculturelle, ça va loin, ça va loin. Il a pas crié Jeanne au secours. Sachant, je te coupe. Il aurait pu, non, sachant qu'il avait dit il y a un an, parce que tu parlais de l'identité catholique, il a dit quand même il y a un an, la France, fille aînée de la République. Oui. Voilà. La République, la référence est posée. Et il a en plus taclé à cette occasion justement Juppé en expliquant que lui était tenté par la musique des accommodements raisonnables avec les revendications identitaires de la communauté musulmane. Voilà, donc on voit bien comment il se situe, quel est l'axe qui va être pris. Quand il dit également la France, ce qui compte demain, est-ce que ce sera toujours la France? On voit bien là aussi que c'est le sujet finalement qui intéresse les gens actuellement et il le sait très bien et il s'engouffre là-dedans. Quant aux accommodements avec l'islam, moi, mon avis personnel, c'est que la France n'a pas à s'accommoder de l'islam, mais c'est l'islam qui a à s'accommoder de la France. Voilà. Caroline Parmentier. Non, une petite question encore. Est-ce que vous pensez que Sarkozy marque des points? Bien sûr que oui. Il marque des points, d'ailleurs il monte dans les sondages. Il a une qualité quand même, Sarkozy, moi je le sais, c'est qu'il est très fort
en communication. Ce qu'il dit, on a tendance à le croire. Moi, il m'a fait monter les larmes aux yeux en parlant des policiers et des femmes de policiers. Excusez-moi, Nicolas Gardère. Et à l'époque, quand il les défendait et qu'il parlait d'eux, je le trouvais d'une sincérité qui me faisait monter les larmes aux yeux. Juppé ne m'a jamais fait verser une larme, Hollande non plus. Il est très doué pour ça. Oui, là, il est vraiment c'est votre côté luminette. Bien sûr qu'il marque des points. Bien sûr qu'il marque des points. Nicolas Gauthier. Je laisse Nicolas Gauthier et je lui pose une question, parce que comme il est toujours notre flanc gauche, je lui pose la question, est-ce que l'identité, ça va être au cœur de la présidentielle? Et si vous avez écouté la petite musique de Mélenchon, dans son meeting à Stalingrad, qui d'un seul coup, sur la question de l'immigration, met la pédale douce. Oui, alors tout à fait, désolé de m'autociter parce que c'est grossier, mais ça fait plusieurs papiers que je fais sur Voltaire sur le sujet. C'est là où je vous ai vu. Où effectivement certains courent après l'illusion des droites qui ne veulent pas s'allier entre elles parce que personne ne veut s'allier avec le Front National. Et je pense que les alliances se font pas au niveau des états-majors, mais au niveau du peuple, des électeurs. Et quand notre ami Pierre parlait du RPR de droite, le RPR en tant que gaulliste n'a jamais été un mouvement de droite. Le général de Gaulle dit « je n'aime pas les socialistes, car ils ne sont plus socialistes, et je n'aime pas les miens car ils aiment trop l'argent ». Là, le général de Gaulle parlait plutôt comment dire, il parlait d'heures. Mais je pense qu'effectivement, en termes sociaux, économiques, entre le Front de gauche et le Front National, il n'y a plus grand-chose de différent à la question migratoire près et identitaire. Mais j'ai remarqué que depuis quelque temps, Mélenchon commençait à influer son discours. Et si les sondages disent vrai, et ils ne seront pas autant qu'on le dit, si on se destine vers un second tour Alain Juppé, Marine Le Pen, il est probable que Jean-Luc Mélenchon n'aura pas de consigne de vote. Il fera comme Chirac en 81, faites ce que vous voulez. Mais la porosité électorale entre les électeurs du Front de gauche et ceux du Front National est énorme parce qu'effectivement, là, on n'est pas dans une problématique de droite ou de gauche, c'est la France des invisibles, la France périphérique, que décrit très bien Christophe Guilly, avec la France qui est la France, l'hyperclasse mondialisée, qui a tout gagné avec la mondialisation. Et la France qui souffre, et cette France-là, elle est multiple. Donc on est plus dans une guerre de classe que de guerre politique entre une droite introuvable qui n'a jamais existé, et quand on parle de vraie gauche ou de fausse gauche, la vraie gauche, j'ai jamais rencontré non plus. Et juste pour finir, quand on parle de l'identité, on a eu l'occasion avec Philippe Randa, quand on avait notre journal Flash, on avait posé une question, c'est quoi être français ? La question, c'est pas qui est français, qui ne l'est pas. Mais être français, c'est quoi? 30 réponses de gens plutôt interrogés dans ce qu'on va appeler notre mouvance. 30 réponses différentes. Pour les uns, c'était la religion, la langue, les paysages, l'histoire. Donc il n'y a pas une identité française, il y a des identités qui peuvent se superposer. Le peuple corse existe, on peut être pleinement corse et pleinement français, comme pleinement breton et pleinement français, comme on peut être aussi musulman et aussi pleinement français. À l'époque de ces colonies, de ces mandats, de ces protectorats, la France était une des plus grandes puissances musulmanes du monde. Et ceux qui défendent l'Algérie française, si on les avait écoutés et si vous aviez gagné, c'est pas des millions de musulmans qu'on aurait eu en France, mais pour 40. Donc il faut un peu de cohérence. Je pense savoir quand même, Nicolas Gauthier, que Gabriel Cluzel, comme moi, ne vous en déplaise. Comme Gabriel, citer le parallèle algérien. Parce que quand on parle de la guerre d'Algérie, on est. Qui était très spécieux. Parce que je dis ça, je ne suis pas non plus responsable de la défaite de Sedan. Alors moi, je pense que je regarde avec une espèce d'ironie un peu. Ce que j'entends de Nicolas Sarkozy, et puis je compare à ce qu'il disait en 2007, et je retrouve la même chose. Mais en fait, il fait du copier-coller de ce qu'il disait en 2007. Il a trahi tout le monde. 2008, moi aussi je les ai vus. Être passé en premier, c'est bien, parce que moi aussi je les avais, ces citations-là, je les ai lues et relues. C'est extraordinaire. En 2008, à ces discours-là, où il parle en plus de la crise mondiale, en disant que là, qu'il faut passer à l'ordre mondial. Il en parle du nouvel ordre mondial. Il le dit, mais comme je vous le dis là, il parle du nouvel ordre mondial en 2008. Dans ses discours où il parle aussi de multiculturalisme. Bref. Le chimili. Merci, j'allais le dire. Et donc, je me souviens de son discours au Mont-Saint-Michel,
Voilà. Son discours au Mont-Saint-Michel, c'était un monument d'ailleurs, Mont-Saint-Michel. Vous êtes tous des bidinettes à pleurer dès qu'il parle, c'est fabuleux ça. Non, mais moi j'ai pas dit. Vous voulez les mouchoirs? J'ai pas dit que j'ai pleuré. J'ai pas dit que j'ai pleuré. Je dis que c'était un beau discours et qu'il fait des beaux discours et qu'il est extrêmement dangereux parce que justement il fait des beaux discours parce que justement il sait parler. Vous êtes pas difficile. Oui, l'identité, ça va être au cœur de cette campagne et c'est déjà au cœur de cette campagne et je crains malheureusement qu'il y ait des gens qui se fassent avoir et je suis désespérée, je le dis franchement, ça va commencer parce que quand je l'entends parler, j'entends 2007, je revois tout ce qui s'est passé, comment il a créé l'Union pour un mouvement populaire et tout ça avec ses trémolos dans la voix, son fils Louis qui était là à parler de papa, de machin tout, il joue sur l'émotionnel, il change d'avis comme de chemise, c'est insupportable. Et sa politique étrangère, les printemps arabes qui nous a valu l'émergence de Daesh en gros. Gabriel, c'est insupportable. Vous avez entendu l'ensemble des points de vue. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Alors, est-ce que cette identité, elle est au cœur de la primaire de la droite? Est-ce qu'elle sera au cœur de la campagne présidentielle? Votre point de vue de journaliste. Alors moi, je pense qu'elle est en effet au cœur de la campagne présidentielle, mais je ne suis pas d'accord ni avec monsieur, ni avec monsieur. Sans blague. Une fois de plus, je suis jamais d'accord avec lui de toute façon. Il est habitué, c'est pour ça qu'il vit. Voilà, c'est ça. Et je le relis tous les jours, donc je sais ce qu'il dit. Non, parce que c'est très beau, donc on défend la France périphérique, les pauvres, vous savez, c'est Victor Hugo, c'est très bien, moi aussi j'aime bien, voilà. On défend les paysans, moi aussi j'aime bien. C'est Barrès, c'est Maurras, voilà, aussi, bon, s'il vous plaît. voilà. Mais et puis on tape un peu sur cette, c'est sympa, c'est à la mode, on aime bien, sur cette bourgeoisie catholique ou en tout cas des valeurs, sur cette droite des valeurs, parce que les bourgeois, comme dit la chanson, plus ça devient vieux, plus ça devient con. Tu le dis souvent dans tes papiers, donc je me permets de citer. Et voilà, mais ces gens-là, ils votent quand même et ils ont le droit. Et attends, mais et non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a une droite des valeurs qui justement qui n'a pas de valeur cotée en bourse, qui a souvent une baraque qui est enracinée, qui est en France, qui se fait quelquefois taxer par l'ISF alors qu'elle peine à vivre, mais parce qu'elle a une. Elle est dans quel parti politique? Elle est flottante. C'est des gens qui ont longtemps voté à droite parce que c'est vrai que c'est des gens, c'est ce que j'appelais la France bien élevée à l'époque de la Manif pour tous. C'est des gens qui font pas de bruit, qui surtout ils sont un petit peu légalistes dans l'âme, donc l'UMP ça les rassure. Oui, alors c'est sûr, une seconde. Voilà, donc si personne ne vient les chercher, s'il n'y a pas d'autres offres, ils seront orphelins et ils vont écouter le premier baratineur venu qui va leur parler d'identité. Donc c'est peut-être à d'autres partis que je ne nommerai pas ou que je peux nommer. Vous direz ce que vous voulez. Alors voilà. Ici, c'est libre. Si d'autres, il y en a peut-être d'autres qui vont se planter, je parle pour parler un peu trivialement, s'ils passent à côté de cet électorat-là. Je pense par exemple au Front National, parce que la question de l'identité, c'est bien sûr la question de l'immigration, auquel commence à être confronté. Il faut arrêter de penser qu'il n'y a que Sarcelles et toute cette bourgeoisie-là qui commence à vraiment y être confrontée. Et puis l'identité, c'est plus vaste que ça. Je crois que l'immigration, c'est une pièce du puzzle, mais quand on parlait de la manif pour tous, c'est une forme d'identité. La nation, c'est une famille de familles. L'identité de la famille, c'est important aussi. Donc, il faut parler, si l'identité est au cœur du sujet, il faut parler de l'identité dans toutes ses acceptions. Et ben, si cet électorat-là, qui est attaché à l'identité, peut-être différemment, mais qui est attaché ou qui ne l'exprime pas de la même façon, est orphelin, si on le méprise, je pense que par exemple, si le Front National se dit, allons chercher les voix à gauche et laissons tomber ces gens-là, eh ben, il faudra bien qu'ils se retrouvent un port d'attache. Personne ne laisse tomber ces voix-là, simplement. Je pense quand même que le discours de... Marine Le Pen n'est pas idiote. Les discours récents l'ont déstabilisé, cet électorat-là. Vous avez voulu faire la révolution des poussettes. Vous êtes 1 million sur les Champs-Élysées et vous rentrez chez vous parce que la babysitter est quelque chose. Parce que ça, je l'ai vu. Vas-y, fais là ta révolution. Je peux dire très vite. On va en parler. Ça n'a rien à voir avec ce que dit Gabriel. Parce que j'étais à moitié interpellé là-dessus. Je veux dire quelque chose. C'est mon avis, enfin, je respecte aussi votre avis comme l'avis de tout le monde, mais je suis effectivement un petit peu critique, voire très critique effectivement, alors je vais peut-être parler comme un marxiste effectivement, mais de ces bourgeois, classiques, conservateurs effectivement, qui, je veux finir. Est-ce que vous êtes... J'ai fait quoi là? Non mais je vous ai senti intervenir. Parce que je vais vous dire quelque chose, ces gens-là, ils restent, je suis très critique de l'UMP, vous l'avez peut-être remarqué, ces gens-là, je les ai vus à l'UMP. Non mais je parle pas des têtes, je parle de l'électorat. Je parle de
l'électorat aussi, bien sûr. Je parle de l'électorat aussi, je parle de ces déçus. Mais je pense qu'il y a des gens qui hésitent entre l'UMP, ces gens-là, entre l'UMP et le Front National, et qui en fait ne vont pas voter Front National, alors que d'après moi, très logiquement, ils devraient y aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux sujets. Il y a l'identité et il y a l'économie. Et entre le portefeuille et les valeurs, ces gens-là ont choisi le portefeuille. Que vous le vouliez ou non. Non, peut-être aussi. Non. Juste, je finis. Entre Alain Juppé et Marine Le Pen, ces gens-là s'abstiendront. Ces gens-là s'abstiendront parce qu'ils se diront mon Dieu, les charges vont monter. C'est important, mais c'est pas de sujet fondamental. Les gens ne pensent pas qu'à bouffer et à payer moins d'impôts. C'est un sujet, mais ce n'est pas le sujet principal. Il y a quand même une chose. Non, il y a quand même une chose. C'est que malgré tout, ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils n'iront pas chez Marine Le Pen? Je suis d'accord, il n'y a pas le discours qu'il faut. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, parce que en effet, je suis assez d'accord sur le début, sauf que là, il y a un énorme créneau à occuper et que pour l'instant, Marine Le Pen ne l'occupe pas. Donc ces gens-là, en effet, il y a le portefeuille et les valeurs. Donc, ok, il y en a qui sont sur le portefeuille. Et puis, les valeurs, il y a quand même un vide. Mais Marine Le Pen est la seule candidate. On est d'accord. On est d'accord. C'est la seule. Il n'y a pas que le mariage. On termine. On donne la parole au Front National. Il ne faut pas être méprisant avec l'électorat, jamais. Il faut, vous voyez, vous dites, il faut choisir. C'est ces gens-là qui sont méprisants. Non. Il faut. Je pense que la manif pour tous a été quand même un tournant, et je crois pour un certain nombre de gens qui se sont dit justement, on a trop, eu de compromission avec notre conscience. Moi, je le sens comme ça. Les gens ont le droit de, comme vous le disiez Martial tout à l'heure, les gens ont le droit à tout péché miséricorde, entre guillemets. Peut-être que certains ont été attachés à leurs valeurs. Encore une fois, je crois qu'il y a une grosse partie de l'électorat qui n'est pas à surveiller la bourse toute la journée. Non, c'est pas la bourse, c'est à surveiller le candidat qui dira « Nous, on va baisser les charges plus que vous ». Je pense que c'est important. C'est plus compliqué que ça, quand même. Je sais que Marine Le Pen n'a pas le discours qu'il faut. de l'autorité. Stop. Sarkozy 2007 au Fouquet's, 2017 Biquette. Voilà, son retour à monde paysan et à la terre. Juppé pour toujours plus de diversité et Narc met un peu Rastaquaire sur les bords. Voilà, ça c'était pour Alain Juppé. On se retrouve pour une nouvelle partie. On va parler d'hooliganisme. On va essayer de ne pas se battre. Retour sur le plateau de Bistro Liberté. Alors vous savez, quand on prépare Bistro Liberté, je mets toute la rédaction, les jeunes de la rédaction de TV Liberté, qui préparent avec moi les sujets. Ils m'ont dit, écoute, ne parle pas de football parce que c'est clivant. Il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Et si tu dis que tu soutiens l'équipe de France, tu vas être un peu ringard. Donc je ne le ferai pas. Je suis discret. Alors, oui, bon, on fait ce qu'on peut. Hooliganisme est-il synonyme de nationalisme? Le patron du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, veut et voit un rapport entre les violences des prétendus supporters survenus à Marseille et la résurgence du sentiment nationaliste en Europe. Un point de vue réfuté par la présidente du Front National qui pointe, elle, du doigt le laxisme des autorités dans la capitale provençale. Gabriel Cluzel, est-ce que hooliganisme égale nationalisme, comme d'ailleurs sport égale chauvinisme ? Alors, me faire parler de sport, ça va être un peu compliqué, mais néanmoins... Je ne sais pas demandé combien il y avait de joueurs dans une équipe de football. Vous faites bien. Combien il y a de joueurs dans une équipe de football? Il y en a un certain nombre, ils sont même assez nombreux. Et Trop nombreux. Bien trop nombreux. Non, et en effet, ce qui est quand même prodigieusement agaçant, je trouve, dans la réflexion de Cambadélis, c'est le raccourci, parce qu'on a quand même un championnat de raccourcis actuellement. Donc il y a eu en Rolando, c'était la manif pour tous, et là il nous a expliqué que hooliganisme, parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du raisonnement, de sa citation, hooliganisme égale nationalisme égale Brexit. Bon, donc il a expliqué que si les Anglais donc voter pour leur sortie de l'Europe, ce serait visiblement ça toute la journée. Vous voyez, il y avait de quoi avoir peur. Vous avez peur, j'ai peur, on a tous peur. Voilà. Donc ça, c'est quand même singulièrement de mauvaise foi, parce que moi, j'y connais rien, mais il me semble que les hooligans anglais existaient avant qu'il soit question de Brexit, d'une part. D'autre part, il est évident quand même, c'est un peu quand on voit le spectacle de la France, qui est quand même un vaste terrain de jeu depuis quelques semaines,
je pense que ça encourage les hooligans. Donc dire que c'est une expression de nationalisme, une expression du nationalisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est évident que tout c'est surtout, c'est pas le nationalisme qui encourage les hooligans, c'est surtout cette espèce d'inertie du gouvernement qui ne fait absolument rien. Et effectivement, moi je serais hooligan, je me dirais, bon plan dans ce pays, c'est open bar, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est peut-être que finalement le sport est devenu le dernier endroit où on peut exprimer son patriotisme de façon assez dérisoire, un peu étriquée, enfin moi que je trouve mais c'est pour mes lunettes que vous dites ça. Voilà, je vous aime beaucoup Martial, mais cependant. Et peut-être qu'en effet, l'entonnoir est un peu étroit et ça explose puisqu'il n'y a pas d'autres terrains sur lesquels... C'est le seul terrain sur lequel finalement l'amour de son pays est autorisé. Alors peut-être qu'en effet, ça peut être un élément d'explication. Nicolas Gardère, vous qui êtes le défenseur des causes perdues et désespérées, est-ce que vous êtes l'avocat des hooligans? Écoutez... un peu, sûrement, non, mais juste rappeler une chose. Il y a combien de joueurs dans une équipe de football? Eh bien écoutez, Martial, il y a 11 joueurs, un gardien de but et 10 joueurs de champ. Merci. Non, simplement rappeler une chose. Qu'il y ait parmi les Hools, comme ça qu'on dit, parmi les Hools, qu'il y ait des nationalistes et des militants nationalistes, certainement. Généralement, il y a peu de militants écologistes dans le milieu hooligan. Pour autant, n'oublions jamais que les hooligans qu'on voit là, ici, en France, en ce moment-là, qui sont supporters d'une équipe nationale, sont d'abord des hooligans de club. Dire personne n'est juste un supporter de l'équipe nationale, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, un hooligan d'une équipe nationale, ça n'existe pas. Quand vous prenez les Hools du Feyenoord contre les Hools de l'Ajax, ou, pour sortir d'Europe, entre les Hools de Boca Junior et les Hools de River Plate, on est bien loin de la problématique nationaliste, ou alors une sorte de micro-patriotisme qui peut même, pour River Plate Boca, c'est Buenos Aires, c'est au sein de la même ville, et même à Istanbul. Parmi les plus violents des ultras, des hooligans, vous avez ceux du Galatasaray, du Fener, de Beşiktaş, enfin, c'est la même ville. Donc on est loin de toute problématique nationaliste et tout. Donc déjà, je pense que le constat, il est assez faux, qu'il y ait des activistes et des militants nationalistes, certes, mais le sujet n'est pas tellement là. Le sujet, c'est une sorte de Hools credibility. Vous connaissez tous la street credibility, c'est important pour les rappeurs, on mettra la avoir fait de traduction, la prison, vous inquiétez pas. avoir une crédibilité de rue, c'est important quand on fait du rap gangsta rap, du rap hardcore, avoir fait un peu de tôle, etc. Booba, t'es tellement fier d'avoir fait un peu de zonzon, bon. Et c'est un peu pareil avec les hooligans. Et pour les Russes, qui n'ont pas de vraie Hools credibility, till this point. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas créés, les hooligans russes, on ne les connaît pas trop, bon, on sait que ceux du Zénith sont un peu chauds, le Zénith Saint-Pétersbourg, mais en revanche, les hooligans anglais, ça a été rappelé. Ils existent depuis longtemps, il y a déjà eu des débordements fous, le stade du Heysel, 88 morts je crois. Enfin bon, il y a déjà eu des trucs assez dingues, et la violence des hooligans anglais est vraiment connue. Et donc pour les Russes, mettre minable des Anglais, c'est une sorte de trophée. C'est monter dans la hiérarchie. Les fillettes, ils les ont appelées. Les fillettes anglaises. Oui, c'est ça. Mais c'est monter dans la hiérarchie. Mais c'est pas une hiérarchie nationaliste. C'est juste, nous, les hooligans russes, on est plus forts. Nous, les Russes, en fait, on est plus forts, on a des plus grands zizis, ce genre de choses, que les hooligans anglais, que les Anglais de manière générale. Le sujet, c'est juste ça. Après, c'est quoi? C'est bien résumé. C'est juste des mecs. Non, mais c'est juste. C'est juste. Parce que, et n'oubliez pas cette dimension. Non, c'est aussi le côté. Cette dimension, c'est le côté colonie de vacances pour ces gars. Les gars, ils ont bobonne à la maison. Ils viennent en voyage en France, entre potes costauds. Ils boivent. Et les Anglais, c'était le cas. Ils étaient tous bourrés et ils sont entre potes. Ils ont envie de se battre. Ils ont envie de se casser la tête avec d'autres mecs. Et les Russes, qui eux étaient plus dans une logique vraiment de baston. Ils n'étaient pas en mode à vider. C'est vraiment genre on va se faire. C'est ça le roast beef. Et c'était ça. Et c'était vraiment ça. Juste un point, juste une chose. C'est le défenseur de la société patriarcale et virile. C'est ça. C'est des beaufs. C'est des beaufs phallocrates. C'est des beaufs phallocrates. Mais bon, disons que pour eux, c'est une soupape. J'aimerais juste, avant de passer la parole... C'est du beau pain, quoi. Avant de passer la parole, parce que j'en ai fini sur le sujet... On a déjà parlé de Beaupin. Bah oui, mais vous le dites On a déjà parlé de Beaupin. Bah, écoutez, c'est bon, il n'a pas semblé avoir soutenu particulièrement mon copain, puisque c'est comme ça qu'on dit dans notre parti, mon ex-copain Beaupin. Non, le sujet, c'est juste, je voudrais rassurer les téléspectateurs. En fait, on s'est réconcilié avec Charlotte. Pendant le deuxième sujet, on est toujours amoureux. C'est ça. Elle aime les homosexuels et j'aime les policiers. Voilà. Parfait. Alors,
Si vous parlez de Charlotte Dornelas, on va lui poser la question. Non mais bon, je rebondis juste une demi-seconde sur ce qu'il a dit. Je précise simplement que je n'accusais pas Nicolas Gardère d'être responsable ni des attentats ni de la haine anti-flic qui provoque ce genre de choses. Je lui montrais juste par ce parallèle qui pour moi était parfaitement juste. Spécieux. Je lui montrais juste à quel point c'était désagréable et même blessant d'être accusé d'un truc qui nous fait horreur et que jamais de la vie on aurait pu imaginer. Nicolas Gardère, pas d'amalgame. Alors, on continue. Et on sur la notre question sujet. des hooligans, alors moi je vais être un peu comme Gabriel, me faire parler de foot c'est quand même un petit peu osé. Mais vous savez combien il y a de joueurs dans une équipe maintenant. 11, mais j'aurais su même sans Nicolas Gardère, mais la seule chose que je vois, c'est simplement ce qu'il en découle, c'est qu'effectivement les Anglais, on le sait depuis longtemps, sont hyper violents, c'est entre eux, machin. Je suis pas un grand défenseur de la morale du consentement, donc c'est pas pour ça que je trouve ça moral d'aller se taper dessus parce que tout le monde est consentant, je trouve ça débile. Et j'ai toujours trouvé ça débile, mais il se trouve simplement que je note que les Russes se sont moqués, alors sans aucune limite, de la police française sur notamment les réseaux sociaux, sur Internet, en disant alors c'était complètement incroyable parce qu'on veut être violent dans le foot, etc. Et là tout à coup on a une police qui nous regarde. C'est-à-dire, on veut aller taper les Anglais, on y va et la police nous regarde. Bah évidemment, c'est open baston, bah on y va quoi. Donc moi, c'est une première chose que j'ai notée. Donc je note que effectivement, il y a beaucoup de violences qui sont et le spectacle est assez affligeant à vrai dire. Mais en fait, c'était un peu le truc qui manquait au gouvernement en ce moment. Il y a eu les inondations, les grèves, le machin. Et quand il y a la présidente du Front National pointe du doigt le laxisme, Marine Le Pen, pointe du doigt le laxisme des autorités dans la capitale provençale. Oui, j'ai envie de dire, Caroline Parmentier, je vous prends à témoin, mais enfin, s'il y avait des bastons, open bastons, c'était sur le Vieux-Port que ça allait se dérouler, quoi. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, il ne faut pas négliger non plus le fait qu'il y a des racailles de chez nous qui sont venus se joindre au mouvement. Des Marseillais, Caroline, des Marseillais. Drapeau algérien en tête, et qui sont descendus massivement sur le Vieux-Port, à tel point même que le préfet des Bouches-du-Rhône, le préfet Nunez, a dit que c'était eux qui avaient allumé la mèche. Voilà, donc c'est le préfet sans doute bien placé pour le dire. Je comprends très bien, moi, D'un autre côté, il a dit que ça aurait pu être pire. Oui, c'est ça. Non, mais ça va mieux. Quant à Cambadélis, il a les amalgames qui l'arrangent, évidemment. Je lui répondrai bien que le hooliganisme est au nationalisme, ce que le terrorisme islamiste est à l'islam, religion de paix et d'amour. La capacité de refaire le match, quand même. Hein. On refait le match. Je comprends parfaitement ces hooligans russes qui ont pu traverser les frontières sans être ni contrôlés, ni avoir besoin de visa de séjour, et qui effectivement ont trouvé un terrain tout à fait favorable pour se battre, pour tout casser. Alors que je pense que s'ils avaient fait la même chose sur la place Rouge, je pense que la police de Poutine les aurait réprimés légèrement plus sévèrement. Et je voudrais aussi dire à Cambadélis, est-ce qu'il ne croit pas qu'il est responsable et que le gouvernement socialiste est responsable de l'image de laxisme, d'impunité totale qui a été envoyée de la France à toute l'Europe, sur tous les écrans de télévision depuis des semaines, où les milices d'extrême gauche ont pu saccager les centres-villes, ont pu tabasser les policiers, ont pu casser des magasins, jusqu'à mardi, c'est-à-dire le lendemain de l'horrible attentat atroce de ce commandant de police et de sa femme assassinée chez eux. Le lendemain, la manif a été autorisée, malgré l'état d'urgence. Ils ont tout cassé, ils ont blessé 30 policiers au cri de « une balle ». Un policier, et ils ont en plus été vandalisés l'hôpital Necker, hôpital des enfants malades, où se trouvait l'orphelin de ce commandant de police assassiné. Alors en effet, le message envoyé, reçu 5 sur 5 par les hooligans d'Europe, c'était « on peut y aller et on ne sera pas réprimé », c'est certain. Open bar, open baston. Open bar, open baston. Oui, vous avez un comité de soutien maintenant. Oui, absolument. J'ai mes hooligans. Philippe Randa, vous avez vos hooligans. Bon alors tout va mal parce qu'ils m'ont pris à peu près tous mes arguments depuis le début, donc j'essaie désespérément de trouver. Ça, les femmes, je pensais me rattraper avec l'état d'urgence. Mais je pensais me rattraper avec l'état d'urgence, Caroline m'a soufflé le bon. Effectivement, pour revenir, alors, je vais être bref forcément, sur les déclarations de Cambadélis, c'est quand même lamentable de revenir à un moment où il y a autant de manifestations dans les rues, autant de problèmes en France, de ramener encore ces attaques bassement politiques sur un fait où tout le monde sait bien que la politique chez les hooligans, c'est rien du tout. C'est la politique de la baston, c'est comme chez les supporters, c'est la politique de la débilité. Entre les deux, il n'y a absolument rien. Ça oblige Marine Le Pen à répondre. Je pense qu'elle n'aurait même pas dû répondre à ces accusations stupides.
Stéphanie Bignon, Charlotte qui veut dire aussi encore un mot. D'accord. Eh bien, je trouve que c'est très intéressant en fait. La mauvaise foi de Christophe Cambadélis est extraordinaire. Jean-Christophe, même. Jean-Christophe, excusez-moi. De Jean-Christophe Cambadélis est assez extraordinaire parce qu'elle a l'avantage de montrer clairement comment en fait bien comprendre l'enjeu politique aujourd'hui. Je reviens sur le sujet précédent. Faites comme tout le monde. Exactement, c'est ce que je me suis dit. J'ai vu Charlotte, je me suis dit, tiens, je vais faire pareil. Et je reviens sur les propos que tenait Gabriel Cluzel tout à l'heure, qui disait, il ne faut pas se moquer des électeurs et que cette vraie droite existe vraiment. Et elle existe tellement que c'est pour cela que M. Nicolas Sarkozy veut la séduire par ses discours et qui n'effectivement ne sont pas des discours qui parlent d'action à la bourse ou d'argent. C'est un discours qui touche le cœur précisément. Donc ça veut bien dire que cette vraie droite existe et que certains voudraient bien s'en faire leur fonds de commerce. Alors quel lien avec ce sujet sur le nationalisme? Oui, quel lien avec ce sujet sur le nationalisme? C'est que c'est toujours moi qui pose les questions, vous savez, Jean-Christophe Cambadélis, clairement, par sa mauvaise foi, montre que le combat est net, c'est entre l'identité contre le mondialisme. Et en fait, tous les prétextes sont bons pour attaquer l'identité. Tous les prétextes. Voilà. Donc c'est une machination, et c'est en ça que c'est très intéressant, et c'est en ça vraiment que je pense qu'il faut que nos téléspectateurs prennent vraiment conscience qu'on ne va pas cesser de tenter de les duper à travers des choses qui n'ont apparemment effectivement rien à voir avec la politique et qui pourtant vont devenir des arguments, et tout ça pour monter une guerre contre notre identité. Voilà. Charlotte Dornelas, c'est vous qui donnez le si mauvais exemple à Stéphanie, vous avez encore un mot. Non, mais juste parce que tout le monde a parlé effectivement du gouvernement incapable de gérer, machin, je voudrais juste donner un exemple, c'est que je félicite le gouvernement d'avoir découvert au bout de 2 semaines que quand on distribue de l'alcool aux gens dans la rue, ça part en sucette. Je leur dis bravo, franchement. C'est pas faux. Ils sont incompétents. Pardon. Oui, Caroline, allez-y, c'est la fête aujourd'hui. Allez, c'est pas non, mais comme je ne suis pas là. Les techniciens sont effondrés, mais c'est pas grave. Quand je ne suis pas là pour le sujet sur le féminisme, j'aurais voulu dire une chose à Gabriel. Caroline n'est pas là? Ouais. C'est Martial qui me sac. J'aurais voulu dire une chose à Gabriel. Je voudrais saluer son style et son talent d'écriture. Parce que j'ai une carte de presse depuis 30 ans, je fais comme Nicolas Gardère, hein. Moi qui suis docteur en droit, cher ami. C'est pas faux ça. J'ai une carte de presse depuis 30 ans et des plumes comme ça, je n'en ai pas vu passer souvent. Elle a vraiment un style incroyable. Elle est un peu notre Françoise Giroud à nous, je dirais. Et c'est un compliment dans ma bouche parce que Françoise Giroud, vous le savez certainement, passait 10 heures sur ses éditoriaux qui étaient des vrais chefs-d'œuvre d'écriture finalement. Le fond, elle l'avait déjà pensé, mais elle passait 10 heures là-dessus. Et voilà, ce talent-là, vous l'avez, vous avez le style. Bah, On vous enlève Caroline, mais on va vous en garder. Juste un dernier point. Vous allez revenir, donc vous n'allez pas donner un juste un dernier point important après tout ce qui s'est passé récemment à mon égard. Simplement rappeler que pour recontextualiser, en 1998, il y a eu la Coupe du Monde en France. Oui, c'était la même chose. Et il y a déjà eu des problèmes, des débordements, des violences, du hooliganisme. Et un gendarme est mort, le gendarme Nivelle. Et voilà, je voulais juste le signaler et rendre hommage au gendarme Nivelle. Bon, allez, le dernier mot pour Ignace. Baston entre hooligans, un dit les brunes, l'autre dit non, les blondes, et ils se disputent sur les races, non, sur les bières. Ça va parler. Tenez, je les donne aux jeunes derrière, c'est sûr que ça leur parlera. Racistes, les hooligans, pas facile à démontrer, plus les équipes sont multiraciales, plus on en voit. Voilà, allez, merci Ignace, merci, on se retrouve dans un instant pour parler d'Adieu Simone. On va évoquer le féminisme et rendez-vous compte, sans Caroline Parmentier. Allez, retour sur le plateau de Bistro Liberté. Et puis, comme il n'y a que des bonnes nouvelles dans la soirée, le gendarme Nivelle, il est vivant, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, il a eu 6 mois de coma, je crois, mais il est vivant, Daniel. Alors, on le salue et on est très heureux pour lui, très heureux. Très heureux.
ils ne l'ont pas débranché. Adieu Simone, le féminisme est-il un totalitarisme qui n'a pas les moyens de sa politique? Rongé de l'intérieur, le féminisme est-il en passe de s'auto-détruire? Pour de nombreux observateurs, le féminisme est fini. Voilà. Et Gabriel Cluzel était-il nécessaire aux éditions Centurion? Avec un style remarquable, je confirme, Caroline Parmentier dit pas de bêtises. Est-ce qu'il était nécessaire de s'en prendre à Simone de Beauvoir, qui est, pour la gauche, l'icône de service? Eh bien évidemment, il faut prendre le problème à la source. Et c'est vrai que Simone de Beauvoir, on peut dire qu'elle a accouché du féminisme moderne. Donc j'ai voulu lui dire au revoir parce que je crois qu'il est temps de la mettre au placard. En effet, le féminisme est en train de montrer de façon patente toutes ces contradictions qui sont diverses. Mais on peut en parler, je ne sais pas sur quoi vous voulez. Mais c'est vrai que c'est particulièrement voyant avec l'islam, hein, il est en train de se fracasser sur l'islam, et pour une raison bien simple, c'est que le féminisme a suivi l'exemple de son maître Simone de Beauvoir, qui couchait avec la gauche, si j'ose dire, en la personne de Jean-Paul Sartre. Eh bien, elle l'a fait au sens figuré, en étant toujours le petit supplétif, tout à fait la petite soubrette empressée de la gauche. Et le problème, c'est que l'idéologie de gauche ne fonctionne pas toujours en phase avec les intérêts de la femme. Donc moi, j'ai voulu simplement montrer par ce livre que le féminisme, je me place du point de vue de la femme, je ne me place pas du point de vue, je ne sais pas, de la morale, ou simplement du point de vue de l'intérêt de la femme. Et j'ai voulu montrer que tout ce que le féminisme nous avait vendu ces dernières années était une arnaque. Et loin de défendre la femme, l'avait laissée sur le bord de la route, actuellement démunie. Alors on peut citer... plein d'exemples. Alors en effet, elle s'est servie d'elle en lui faisant croire qu'elle allait la défendre, et en fait pour amasser un électorat qui ensuite a servi à la gauche. Elle a menti par diversion, par ses petites, ces petits combats ridicules, ces petites batailluscules grotesques où elle va chercher des poils sur des œufs parce qu'il y a un député qui a oublié un œuf à la fin qui a dit monsieur le président, non, il a dit quoi? Madame le président. Pourtant, ça avait un côté bisexuel qui aurait pu plaire, mais non, ça n'a pas plu. Donc voilà, il a été puni, il a eu une part de son indemnité en moins. Voilà, donc on gratte les chiures de mouches, vous voyez, mais on voit pas les gros mammouths qui nous tombent sur le coin de la tête. Et un des gros mammouths, en effet, c'est l'islam. Là, quand je vois, alors les Françaises sont pas les seules, hein, mais quand je vois qu'en Allemagne, il y a quand même des petites filles mineures mariées dont les mariages sont validés, quand je vois qu'aucune féministe n'a réagi Caroline de Haas a dit ah oui, laissez-moi, j'ai pas envie de parler de ça, allez déposer votre mère d'ailleurs, je crois, a-t-elle dit, pardonnez-moi, c'était le mot, je fais citation. Voilà, c'est ça, votre mère raciste d'ailleurs, voilà. Au moment des affaires de Cologne, et puis, mais à côté de ça, donc elle va défendre les couleurs de boîtes de Playmobil. Et ben voilà, c'est un sujet important. Donc vous voyez qu'il y a Ah oui, elles sont bleues. Et voilà, et puis surtout, il faut mixer, parce que les boîtes de Playmobil avec des cuisinières, il faut qu'elles soient bleues, et celles de faut s'intéresser un peu au Playmobil. Et, vous avez fait Hello Kitty tout à l'heure, on fait Playmobil, voilà. Il ne reste plus que Barbie. Donc de ce fait, vous savez, elle ressemble, je me souviens d'un roman d'Irène Demirovski qui s'appelle Suite française, et c'est très amusant, on voit une bonne bourgeoise donc pendant la guerre, la maison est bombardée, elle est en train de s'écrouler, et elle brique son argenterie, elle regarde parce qu'elle n'est pas bien brillante. Ben, je trouve que le féminisme actuellement, c'est ça, tout est en train de s'écrouler autour de la femme, et elle est là, donc encore une fois, à gratter les chiures de mouches. Donc, mais il n'y a pas que la question de l'islam, il y en a bien d'autres. Je pense que la libération sexuelle a été là aussi une vaste arnaque. Parce qu'on a vendu, alors là c'est un vaste sujet, vous allez me lancer pendant longtemps. Non, mais je pose la question, c'est-à-dire Eh bien parce que... je suis un homme libéré. C'est pas si facile. Non, c'est pas très facile. Non, c'est être une femme libérée qui est pas si facile. Être un homme libéré, justement, c'est très simple. C'est très simple parce que la libération sexuelle correspond, moi j'en suis convaincue, à un mode de fonctionnement de la sexualité assez masculin, où on a assez direct, où on a finalement supprimé toutes ces étapes intermédiaires. Alors c'est sûr, on n'est plus dans la chanson de Brel, je vous ai apporté
apporter des bonbons, ce qui était un peu saoulant pour les hommes. Alors, il fallait emmener au cinéma, dîner, écouter les confidences, emmener danser, offrir des... Et à la fin, on n'était même pas sûr que ça allait fonctionner, vous voyez? Donc, c'est quand même le retour sur investissement n'est pas toujours garanti. Mais pour les femmes, c'était extrêmement protecteur parce que c'était toutes sortes de pré-contrats. Si je peux me permettre, chez Gabriel, il y a un très bon livre sur le sujet qui s'appelle O Hippides, qui a été écrit par Alain Dister, qui était correspondant de Rock and Folk à San Francisco en 1966. Et il raconte les débuts de la libération sexuelle à la californienne. Donc un peu hygiéniste, sexe mode, hygiéniste et puritain qui arrive aujourd'hui. Ce qu'on appelait l'été de l'amour, c'était l'été de la blénorragie surtout, et les morpions. Et la libération sexuelle, ça a permis quoi? Les filles qui étaient jolies baisaient encore plus qu'avant, et les moches, bah toujours pas. Merci. Voilà. Merci. Merci Nicolas Gauthier. Non mais... Cela dit, Alain Dister, très bon livre. Alors, pour continuer sur le sujet, je veux quand même dire que Jacques Séguéla, qui a eu une forte parole récemment, vous savez que Jacques Séguéla, c'est un peu le Saint-Jean Chrysostome de la gauche. Il dit toujours tout haut ce que tout le monde pense tout bas. L'histoire de la Rolex, tout le monde a hurlé, en fait, etc. Mais c'est bien ce qui habite, la pensée qui habite beaucoup de gens. Vous n'allez pas me contredire. Voilà. Donc là, pareil, il a entrepris de défendre Baupin. Je crois que vous en avez déjà parlé ici, si j'ai bien compris. Et il a dit, mais oui, mais les écolos, ils ont été élevés dans cet esprit libre, hippie, je sais pas ce qu'il a dit, hippie... Libertaire. Je suis un libertin, libertaire incompris. Donc il a dit voilà, et il a raison, ce gars-là, il a raison. L'esprit Baupin, il est contenu là, donc les féministes, elles veulent chercher des coupables, mais elles l'ont, c'est la société libertaire qu'elles ont installée et qui nuit à la femme. Mais qui est resté quand même très sexuée, parce qu'il faut savoir, dans les communautés hippies, très libertaires, pendant que les mecs refusaient le monde en fumant des joints, c'était quand même les bonnes femmes qui préparaient le riz complet. Voilà. Il y a des témoignages qui sont très importants, il faut que vous en bénéficiez, je dois dire. Allez, on va laisser la parole aux hommes qui ici sont comme cher Adrieux, sont des hommes qui aiment les femmes. Moi, écoutez, j'assume tranquillement mon hétérosexualité. Mais j'ai eu la chance, Martial, d'être élevé par une féministe. J'ai eu la chance d'être élevé par une féministe qui est née en 1947, qui avait 21 ans. Chut, tais-toi Gauthier, tais-toi. Qui avait 21 ans en mai 68. Et finalement, ce que ma mère m'a appris, c'est surtout le respect. C'est surtout le respect des femmes. Je veux dire, elle était militante au MLF, et c'est surtout ça dont elle m'a parlé. Elle m'a expliqué que la prostitution, c'était horrible, c'était la mort. Elle m'a parlé du consentement, du respect. J'ai pas été élevé, même bien qu'écologiste aujourd'hui. Je crois que d'ailleurs, Europe Écologie Les Verts est paradoxalement peut-être le parti le plus puritain de la classe politique française. En tout cas, se voit. Bien plus... Enfin, ça ne se voit pas dans les couloirs. Ça se voit quand bien même, plus puritain. Mais oui. Pourquoi? On en a déjà parlé. Pourquoi ce scandale a éclaté Europe Écologie Les Verts? Précisément parce que c'est un parti paritaire, féministe et par ailleurs un peu puritain. Au Front National, je pense que des affaires similaires, il y en a beaucoup. Hétérosexuels, homosexuels, mais sauf qu'au Front, c'est les femmes qui dirigent la baraque. Hein, entre Marion et Marine. Juste te dire. Et pour ce qui est de tuer le père, ça y est, c'est réussi, quoi. Le féminisme est un sujet qui m'a toujours intéressé. Donc ma mère était militante au MLF, ma sœur aînée a créé la section LGBT de Oser le féminisme. Et les médecins en pensent quoi? Je vous cache pas. Donc, et j'en parlais justement récemment avec Valoche, avec Valérie, avec ma grande sœur, et je lui disais, mais il reste quoi? Qu'est-ce que vous faites encore? Ça parle de quoi votre combat à Oser le féminisme? Et en fait, le sujet, je crois que le combat politique doit se structure autour de revendications législatives. Et partout, mais en particulier en France. Vous savez, on ne va pas revenir sur Jean-Jacques Rousseau, loi expression d'un volonté générale, le législatrisme français. C'est-à-dire que quand on n'a pas de revendications législatives à porter dans un combat politique, c'est extrêmement difficile de structurer. Et comme on a atteint l'égalité des droits, parce que je pense qu'il y a deux sujets sur le féminisme, et j'ose espérer que vous ne remettez pas en cause l'égalité des droits, parce que Simone de Beauvoir, quand vous prenez Le Deuxième sexe, c'est un livre quand même, bon, avec ses lourdeurs, ses longueurs, mais extrêmement brillant sur le rappel que l'inégalité, l'infériorisation des femmes, l'infériorité des femmes est aussi et fondamentalement une construction sociale. C'est une construction sociale. Non mais le rappeler, c'est ça dont ça parle. Simone de Beauvoir. C'est ça dont ça parle. Parce que si sans Simone,
et les Glorieuses Anciennes. Si j'ai appelé ma fille Aurore, c'est parce que George Sand, c'était son prénom. Les Glorieuses Anciennes d'Olympe de Gouges, j'ai pas osé. Je suis un peu phallo quand même. T'as oublié Jacques Sardou aussi, à ce compte-là. Non, mais juste te dire Allez, que il faut qu'on avance, sans ces Glorieuses, vos sœurs, vous seriez encore dans cet état de minorité éternelle, dans cet état d'infériorité. Non, si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Vous ne pouviez pas ouvrir un compte en banque toute seule. Vous êtes obligé de demander votre mari. Vous étiez transmise de votre père à votre mari. Et ça, c'est Simone de Beauvoir qui a réglé tout ça. Je vous fais remarquer que le droit de vote, c'était la gauche qui ne voulait pas que les femmes votent. Cet argument est débile. Cet argument est débile. La droite était vent debout. On parle de quoi? Revenons sur ce sujet. En tout cas, les catholiques, non. La droite a toujours été contre. Le pape, je sais exactement de quoi il est question. La droite était absolument contre. Déjà, premier point. Le Parti radical, qui est un parti anticlérical, comme chacun le sait, était plutôt classé à gauche à l'époque, alors que les socialistes, eux, ont toujours voté pour. Même Léon Blum, gouvernement de Front Populaire, il y avait quatre secrétaires d'État au gouvernement qui étaient des femmes. Elles n'avaient pas le droit de vote, elles étaient au gouvernement. Donc la gauche a toujours voté pour le droit de vote. Plusieurs fois, l'Assemblée nationale l'a voté. C'est au Sénat, avec forte représentation du Parti radical, effectivement, par anticléricalisme. Non mais on dit les choses fausses. Par anticléricalisme, donc. Par anticléricalisme, parce qu'à l'époque, les femmes étaient sous une sorte de tutelle. Parce qu'elles travaillaient moins qu'aujourd'hui. Non, c'est pas pour ça. Non, mais elles étaient sous la férule des curés. Voilà, c'est ça qui leur faisait peur. Ce qui est vrai, et ça leur faisait peur. Mais j'entends. Mais dire que la gauche était contre le droit de vote et que la droite était méprisant, ça nous imaginait suffisamment sotte pour être sous la férule de leur curé. Vous prenez les premières élections en 45, c'était le cas. Après, ça s'est équilibré. Les premières élections, elles votent plus à droite que les hommes. Non, mais c'est tout. Mais la droite était archi contre. La droite a toujours voté pour le droit de vote. Mais vous n'êtes pas féministe, parce que pour remplacer c'est compliqué. La droite a voté contre. Donc ne dites pas les choses fausses. Vous mentez. Non mais vous mentez, Gabriel Cluzel. La droite a toujours voté contre, la gauche pour, le Parti radical, effectivement, est toujours celui qui a bloqué au Sénat. Pour justifier vos positions, vous rentrez dans des petits détails là pour noyer le poisson. Je ne suis pas d'accord. Alors moi je vais vous dire, les féministes, je suis ravie de C'est Léon Blum qui a fait entrer les femmes au gouvernement. C'est Léon Blum. C'est pas André Tardieu ou la droite de l'époque. Et votre sœur soient des féministes. Non mais déjà, t'as pas d'utérus. Ah, alors tu te tais. T'as pas d'utérus, tu te tais. T'as pas d'utérus, tu te tais. Non, passe. Simone de Beauvoir, il faut voir que en effet, elle n'aimait pas les femmes. Sa première phrase, on ne naît pas femme, on le devient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a pas envie, on ne devient pas. C'est une construction sociale. Non, elle déteste être une femme. Elle déteste l'identité féminine. Et elle a l'impression que pour s'accomplir, il faut sortir et nier cette identité féminine. Mais sans Simone, vous seriez encore à repriser les chemises de votre mari. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous croyez qu'avant le deuxième sexe, il y avait des femmes comme ça qui participaient à des émissions de débat avec des hommes? Mais c'est faux, c'est archi faux. C'est très vrai que c'est archi faux. On poursuit. Non, vous avez parlé de Stéphanie Bignon et on avance. Stéphanie Bignon. Justement, et là je partage tout à fait les points de vue de Gabriel Cluzel, dont j'admire le livre effectivement, et j'avoue avoir passé un excellent moment, avoir beaucoup ri aussi, parce que vous avez un style extraordinaire. Avec Anne Brassier, donc aux éditions Via Romana, nous avions fait parvenir en 2014 vous me passez ça, mais un joli livre explosif, comme dirait Anne Brassier, préfacé par Yves Maudre, Cessez de nous libérer. Et donc l'idée de Cessez de nous libérer, c'est en fait de dire que la thèse du livre, c'est que curieusement, on a assisté au cours du XXe siècle à un chassé-croisé, c'est-à-dire que au fur et à mesure que la femme était poussée à l'extérieur de son foyer, Dieu était mis au placard à balai. Par contre, il était mis au foyer et dans la sphère privée. Vous disiez tout à l'heure, vous preniez référence sur le statut des femmes avant Simone de Beauvoir. Il faut quand même voir qu'avant la Révolution française, je ris beaucoup quand je repense aux élections qui ont vu s'affronter Nicolas Sarkozy, s'affronter dans un suspense extraordinaire, et Ségolène Royal. Et bien, là, je veux dire, c'est très drôle, parce que ce que j'entendais partout, c'était une femme, peut-être à la tête de la France. Attendez, on a eu Blanche de Castille, Catherine de Médicis, Anne d'Autriche. Mais attendez, l'ancien régime est plein, regorge de femmes qui ont eu des rôles extraordinaires dans notre vie. Il se trouve que la Révolution française a effectivement expulsé la femme de la sphère publique pour l'y enfermer définitivement. C'est vrai. En revenant au code civil et au droit romain. Et alors, extraordinaire, parce que ce système est fabuleux. Il vous fait subir des sévices et après il vous en libère. C'est le syndrome de Stockholm. Il faudrait qu'on remercie la République de nous libérer de la prison dans laquelle elle nous a jetés. Et surtout, il vous force
cette libération, c'est une libération qui est forcée. Exactement. Parce qu'on considère que vous êtes une petite chose fragile qui ne sait pas. Comme monsieur qui considère que si j'avais pas été libérée par Simone, je m'occuperais des chemises de mon mari. Parce que c'est sans doute l'idée qui se fait des femmes. Si personne ne s'occupe d'elles, elles sont sous tutelle. Mais je sais pas si vous êtes mariés, vous avez une autre idée. Excusez-moi, l'absence d'égalité des droits. Attendez, on laisse terminer Stéphane Mignot parce que la petite chose fragile, c'est moi ce soir. J'ai beaucoup de difficultés. Donc, je vais terminer là-dessus, mais en fait, le féminisme est un attrape-nigo qui en fait travaille pour le mondialisme, encore une fois, pour la déstructuration de la société, et c'est un travail de sape. Et là, je trouve que les 3 sujets que vous m'avez donné à traiter ce soir, Martial, sont extraordinaires, parce que entre l'identité, les hooligans qui sont utilisés pour cristalliser encore contre l'identité nationale, puisque c'est ce qui est visé, et maintenant le féminisme, ces 3 sujets sont en fait, vraiment incarnent merveilleusement la guerre de nos oligarchies contre les peuples et pour la mondialisation. Donc c'est un véritable déracinement. Et donc, je voulais dire que la femme et le paysan, c'est le même combat. Ils ont tous les deux subi le déracinement, la ringardisation, la femme au foyer, la féminité, parce que ces femmes dont vous parlez sont en guerre contre elles-mêmes, contre la féminité, contre leur propre nature. Et donc, on se trouve effectivement représenté par ces... Retournez tout à la maison, quoi. Arrêtez de nous fatiguer. Et le drame, c'est que le paysan... Quel phallocrate! À la maison, quoi. Le paysan, et là, j'en reviens sur les problèmes que vous souleviez par rapport à la révolution sexuelle, c'est que le paysan, tout comme la femme, se sont vus... ont été mises sous tutelle, sous contrôle au niveau de la vie. Et c'est-à-dire que la femme a été polluée chimiquement, on l'a touchée dans son âme, et le paysan c'est la même chose. Chimiquement et dans son âme, ils sont tous les deux blessés. Ok. Mais vous êtes venu avec vos hooligans aussi, vous? Non, bon, c'est pas grave. Je suis en grande partie d'accord avec ce qui vient d'être dit ici sur le plateau. Ça tombe bien parce qu'il nous reste peu de temps. Voilà, merci beaucoup. Peut-être à une exception près. Ce que je voudrais juste essayer de dire, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'analyser, bon, on constate la situation telle qu'elle est, on fait une critique. Moi ce que j'aime bien, c'est étudier l'origine. Vous savez, quelles sont les causes profondes de tout ça? D'où ça vient cette idée de liberté, de libérer les femmes, cette idée d'égalité, d'égalitarisme au fond, parce que c'est ça, de faire en sorte que les gens soient interchangeables, qu'une femme égale un homme, on n'est pas femme, on le devient. Ça préfigure la théorie du genre. Enfin, tout ça, pour moi, et je suis un grand lecteur de Michéa, je pense que ça vient en grande partie de l'idéologie libérale. Je pense que la liberté de la femme, qui est le corollaire libertaire, mai 68, c'est toute la vague qui s'est dressée depuis mai 68, cette vague libertaire qu'on n'arrive pas à arrêter, c'est en fait une manière, quand on parlait de l'égalité au travail, vous savez, le droit au travail pour les femmes, mais je veux dire, c'est une idéologie de bourgeois, pardon de revenir encore là, mais c'est une idéologie de bourgeois, parce que la femme a toujours voulu fuir. Alors attention, je ne parle pas de la femme bourgeoise, comme Madame Bovary, qui s'emmerde dans son salon. Je parle de la femme, pour le coup, qui aide et qui a toujours travaillé avec son mari. On parlait des paysans, quand la France était largement paysanne, bien évidemment. Des artisans. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était échapper à ce monde du travail. Il est bien plus facile et bien plus agréable de vivre un métier, je ne sais pas, d'avocate ou d'actrice, hein, par exemple, que d'être, je ne sais pas, ouvrière à la chaîne. Donc, cette idéologie-là, surtout l'idéologie récente, parce qu'il y a des combats légitimes, je ne prends pas tout d'un bloc, mais il y a un mouvement qu'il faut voir et qu'il faut analyser les causes, c'est bien ça qu'il faut voir. Cette idée de libération de la femme, c'est un mouvement profondément bourgeois. Et je terminerai pour dire autre chose, c'est que parfois il y a des effets qui se coulent. Par exemple, quand on dit on va libérer la femme du foyer, il faut, parce que vous savez, c'est ringard, c'est la tradition aussi, on dit. Mais quand vous libérez une femme, par exemple une femme bourgeoise qui pourra être avocate, c'est fantastique, mais surtout à Paris, elle va rentrer à des horaires très tard. Donc du coup, pour une femme libérée, vous aurez 2 femmes emprisonnées, c'est-à-dire une, la nourrice, et 2, la femme de ménage. Parce que pour s'occuper du foyer et s'occuper des gosses, pour paraphraser Laurent Fabius, qui va s'occuper des gosses? Eh bien ça va être 2 femmes. Donc pour une femme libérée, il y en a 2. Donc en réalité,
Vous voyez, derrière, il y a un effet qui se coule. L'émancipation des femmes se fait sur d'autres femmes en réalité. C'est un complexe bourgeois et ce n'est pas vraiment un complexe sexuel. On leur a fait croire ça. Mais tout ça, c'est ce que je voulais dire, ça vient d'une idéologie dont il faut bien analyser les causes. Voilà. Et le but du jeu, c'est de déstructurer le foyer, donc la cellule familiale. Allez, la conclusion à Charlotte Dornelas. Putain, mais moi, il faut toujours que je conclue. Hein. En une minute. Vous voulez dire un truc après? Non, non, j'ai droit. Monsieur, je peux dire un truc après? Je voudrais juste noter que tout le monde ici a salué le style de Gabriel Cluzel, sauf Nicolas Gardère, non pas parce qu'il n'a pas aimé le style de Gabriel Cluzel, mais parce qu'il n'a apparemment pas lu le livre. Précisément parce qu'il reproche à Gabriel Cluzel, sans avoir lu son livre, évidemment, le fait d'arriver et de dire mai 68 est tout acheté. Gabriel Cluzel reconnaît que si cette révolution est arrivée, ce n'est pas par hasard, qu'il y avait des choses qui n'étaient... C'est pas c'était mieux avant, Gabriel Cluzel, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est pas il faut revenir à avant, c'est il faut que la femme retrouve sa place de femme. Je vous dis juste ça pour vous donner envie de relire le livre. Bon. De lire le livre, pardon. Moderne. Il lit pas des livres de femmes. Oui, non. Bah non, il préfère les livres d'hommes. C'est comme ça. Et ensuite, c'est votre fête, hein, aujourd'hui. Ensuite, pour revenir sur la question du féminisme, je pense que effectivement, pour revenir à la base, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, Simone de Beauvoir, ça crève les yeux à détester, peut-être non pas les femmes, mais être une femme, en tout cas, ça c'est une certitude. Elle a détesté ça, donc tout le féminisme se base sur une femme qui déteste être une femme. Déjà, ça me gêne un petit peu. Lisez un jour dans votre ville deuxième sexe avant de raconter c'est précisément en lisant deuxième sexe que je me suis rendu compte de ça. Je vais vous faire une confidence, c'était quasiment obligatoire au lycée. Hein. C'était, non mais exactement, c'est précisément en lisant le deuxième sexe qu'on se rend compte que Simone de Beauvoir a détesté être une femme. Quelle interprétation bien sûr. Non, on va pas ouvrir. Non, c'est parfaitement. Non, mais attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Et donc le féminisme moderne, ou en tout cas moi celui que j'ai pris dans la figure de force, notamment à l'école, c'est quoi? C'est effectivement ça reposait sur ce que alors Thérèse Argot, une autre femme qui a écrit là-dessus, appelle la sainte pilule. Tout reposait là-dessus et en fait ça repose sur quoi? C'est-à-dire que c'est pas là le procès de la pilule sur un procès moral que je veux faire. C'est simplement que tout repose là-dessus et que la pilule, c'est quoi? C'est finalement séparer la femme de son corps. Son corps ne lui appartient plus, il appartient au pharmacien qui lui vend la pilule. Donc on a séparé la femme de son corps et finalement l'aboutissement du féminisme aujourd'hui, c'est quoi? C'est des femmes qui détestent le fait d'être mère, en tout cas qui voient ça comme une menace. La plupart du temps, c'est comme ça qu'on le voit, c'est que finalement la grossesse, c'est d'abord une menace et puis après je vois si cette menace je l'accepte ou pas, je la gère ou pas. Et en fait moi je trouve ça triste à la fin et triste évidemment pour la femme parce que ce qu'il y a de plus beau au monde chez la femme c'est de pouvoir donner la vie et je pense que personne ne peut remettre ça en cause. Donc effectivement à la fin je comprends qu'à la fin les gens soient déprimés quoi. Tout simplement le féminisme est déprimant. C'est d'autant plus effectivement vous parliez d'idéologie libérale, mais effectivement, et ça se voit avec ce que dit Pierre Berger, les ouvriers peuvent louer leurs bras, les ventes peuvent louer leurs femmes. Donc la femme devient... Marx, les femmes sont l'armée de réserve du capitalisme. Oui. C'est un mec de gauche qui l'avait écrit. Excuse-moi une dernière chose, en plus, on fait démarrer le féminisme à Simone de Beauvoir, ça existait avant. À l'homme de gauche. Il y a la comtesse Anna Noailles, dans le château et dans mon coin, elle était une féministe avant l'heure, mais pas une féministe bourgeoise. Mais avant l'heure, précisément. Avant l'heure, mais pas une féministe bourgeoise, avec ses petits problèmes de petites bourgeoises. L'égalité des droits, c'est bourgeois l'égalité des droits. On parle d'égalité des droits là déjà là. Ça veut dire quoi? La comtesse mais l'égalité des droits, tu sais pas ce que ça veut dire? Bah non. Mais c'est juste, les droits sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Mais les femmes n'ont pas le droit de demander des autorisations à leur mari. On parle de quoi? C'était vrai sous l'Ancien Régime. C'est la révolution, effectivement. Mais non, mais c'est pas on laisse un petit mot à Gabriel. Et vive les filles. Et on regarde la vidéo. Et puis après, on va se coucher. Les filles, on est pour. Non, mais alors, c'est vrai que le temps est court pour parler de ce sujet-là sans en parler de façon caricaturale. Moi, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Pierre Gentillet. T'es d'accord avec moi, moi, pour une fois? Oui, c'est vrai. Je suis d'accord sur un point, c'est que le féminisme beauvoirien, c'est un féminisme bovarien, en fait. C'est le féminisme de Madame Bovary. C'était une fille qui était dans son appartement parisien bourgeois et qui, sans doute, avait une vie étriquée sur le plan intellectuel, parce qu'il y a une réalité, ça c'est vrai. Et c'est pour ça qu'en effet, je ne parle pas d'un âge d'or auquel il fallait revenir. Une révolution, ça n'est toujours sur une frustration. C'est qu'il y a un équilibre qui ne
convenait pas. En effet, notamment, il y avait un confinement intellectuel des femmes. Certains, c'était une fille intelligente et brillante, et sans doute, elle ne trouvait pas chez elle à épanouir cette intelligence. Donc, elle s'ennuyait, comme Madame Bovary. Donc, c'était une espèce de fantasme trempé dans le confort bourgeois, et je crois qu'il est resté figé, marqué par cette double marque, le rêve et le confort bourgeois. Donc, c'est... Rendez votre bulletin de vote. Rendez votre bulletin de vote. Non, mais ça, demandez à votre mari de vous autoriser à travailler, à venir ici. Ça sert à rien de dire ça. Mais c'est la vérité. On parle de ça. Ça fait il y a 30 ans, ça. C'est il y a 30 ans, ça. Moi, quand vous écrivez un livre, je me ferai un plaisir de le lire. Si vous en écrivez un jour. Tu votes bien avant. Vous avez écrit une thèse. On va nous l'amener qu'on sera. Allez, et ben en attendant, adieu Simone, ça c'est les dernières heures du féminisme, et je vous invite à retrouver cet ouvrage sur Gabrielle Cluzel et Simone de Beauvoir, dont j'ai bien compris qu'elle aurait dû fréquenter son boulanger comme Madame Bovary, ça lui aurait peut-être fait du bien. Mon corps m'appartient, le problème c'est qu'on se sent prisonnière, dit Ignace, voici, non à la guerre des sexes, soyons peace and love, avec beaucoup d'enfants. Bah tiens, ça c'est pour vous, chère Gabrielle Cluzel. Gabrielle Cluzel est féministe, je reste soumise à mon mari, qui m'a invité à venir vous voir en toute bistro-liberté. Et avec un verre à la main, allez, ça c'est pour vous. Et puis celui-là, je l'aime bien quand même. Le féminisme, on en a trop bouffé. Et ça, je trouve que c'est assez sympa. Allez, on va terminer. Je vais vous laisser regarder avec nous une vidéo. Et il y aura une question qui va vous être posée. Il va falloir y apporter une réponse. Regardez bien. Décidément, l'action politique n'est pas une science exacte. Et au minimum, elle suppose un savoir-faire dont les leaders de la Manif pour tous auraient bien eu besoin. Souvenez-vous, nous étions des millions issus de familles bien respectueuses de la démocratie et de l'État. Résultat, la loi est passée, la GPA pointe le bout de son nez, les chefs de la droite jadis offusqués ne remettent plus en cause la loi Taubira. Pire, Sens commun dont la motion était arrivée en tête ne dispose chez les Républicains que d'un strapontin. Côté agite-propre, l'extrême gauche, elle, brille par son rendement. À Notre-Dame-des-Landes, une poignée de gauchistes déguisés en écolos sympas suffit à mettre en échec le projet d'aéroport. Pour le barrage de Sivens, idem, quelques pros de la rébellion ont suffi. On a un bon exemple d'efficacité politique de la gauche radicale avec la loi El Khomri. Nuit debout, il s'appelle comme ça parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire. Bref, Nuit debout, plus les rangs clairsemés de la CGT et les casseurs d'abribus ont eu suffisamment de poids pour démonter la loi. À première vue, la conclusion un peu facile, c'est que la violence paie et que la France bien élevée, selon votre propre formule, Gabrielle, cette France bien élevée est cocu. Mais si, refaisons le match. À ma droite, l'équipe des partisans d'une France étriquée, repliée sur elle-même et qui prône une idéologie ringarde quand elle n'est pas nauséabonde. Taille de l'équipe, quelques millions. Résultat obtenu, 0. À ma gauche, des hommes, des femmes ou d'un autre genre même, ouverts sur le monde, pratiquant le dialogue et partisans d'un État intergalactique où les chiens font des chats. Nombre de supporters, quelques milliers. Résultat obtenu, 100%. Alors, pourquoi une telle différence? Pourquoi l'énorme vague de la Manif pour tous a débouché politiquement sur un grand rien? Dès lors, la question est, où est le bug? Pourquoi la France profonde ne fait pas le poids face à Nuit debout? Sommes-nous la France couchée? Où est le bug? Où est le bug?
Alors, le bug, c'est que votre reportage est un tout petit peu, comment dire, faussé par une donnée de base. C'est que ça, en effet, on se dirait, ils sont vraiment niais, ils n'ont pas réussi là où la gauche a vraiment parfaitement réussi. Si nous vivions dans une démocratie parfaite, avec un gouvernement tout à fait neutre et qui entend les doléances des uns et des autres avec la même aménité. C'est comme si vous disiez à Solzhenitsyn, à Walesa, mais vraiment vous êtes débrouillés comme des manches pour avoir entendu tant de temps pour vous en sortir. Moi je crois que c'est un combat de longue haleine. On aurait fait un quart de huitième déjà, en effet la France bien élevée c'est pas ça. Moi je considère que faire la même chose que Nuit debout, je considère pas que ce soit un modèle. Et puis elle aurait fait un quart du huitième, elle aurait bougé l'ombre du petit doigt, on lui a demandé de rembourser le coût des pelouses, de la pelouse qu'elle avait piétinée parce qu'elle n'était pas venue avec ses pantoufles le jour de la manif. Et évidemment, elle aurait été écrasée dans l'œuf. Tout ça, ce serait très joli. C'est une très belle démonstration. Voilà, je sais, c'est le grand argument bisounours. On en revient au début, ce mot qu'on ressort à chaque fois, la manif pour tous, c'était les bisounours. Le problème, c'est que le gouvernement, évidemment, favorise son camp et écrase le nôtre. Alors, le combat de la manif pour tous n'est pas un combat à court terme, il paraît perdu. Mais à long terme, je crois qu'il a établi toutes sortes de porosités dans les réseaux, il a fait se lever une France. On ne voit pas peut-être encore les résultats, mais je pense qu'on les verra bientôt. Et je voudrais dire à tous ceux qui se moquent gentiment de cette France-là, je pense à Nicolas, mais il se moque gentiment, je sais, mais qui est sorti avec ses poussettes. J'aime beaucoup la revue Limite, qui est le meilleur sorti de la manif pour tous. Etc. Mais il n'empêche qu'elle a réussi quand même à faire descendre 1 million de personnes dans la rue. Alors j'ai envie de dire, les gars, certes, les bisounours, ils sont un peu neuneux, mais faites-en autant, je vous regarde. Voilà. Merci Gabrielle Cluzel. L'occasion de dire que nous accueillerons à la rentrée Ludovine de la Rochère, la présidente de la Manif pour tous, qui sera à votre place. Ça sera à la rentrée, mais nous, on se retrouvera une prochaine fois. Ça sera aux alentours du 24 juin, quelque chose dans ce genre-là, ou un peu moins, vous voyez, je me suis trompé. Et ça sera avec le sénateur Rachline, sénateur maire de Fréjus. Voilà, ça c'est pour le programme à venir. Il me reste à vous remercier, bien évidemment l'équipe technique qui a beaucoup progressé encore. Et vous allez voir des nouveaux plans. Vous verrez tout cela dans ce bistrot Liberté. Merci à vous tous, merci au public d'être venus si nombreux. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À très bientôt. Merci. Au revoir. Thank you.